Et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ligue 1 Legends, votre dose de culture Ligue 1 mensuelle, votre dose de nostalgie Ligue 1 mensuelle. J'espère que vous allez bien. Adri et Samy sont avec moi aujourd'hui. Comment vous allez bien? Comment vous allez les gars? Très 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 bien. bien, très bien, très Ça va, bien. vous êtes chaud? Ouais, moi je suis très chaud, je suis très chaud. Bonjour à tous, bonjour au chat, bonjour Panchi. Très content de cette émission. On a fait pas mal de petites recherches. Merci encore à League of Legends de créer des problèmes dans ma vie, parce que tu sais que à chaque fois que Comment ça? à chaque fois que je vais chercher des images, donc je ressors, je tombe sur des anciennes équipes. Et là, vous verrez, à un moment donné, je parle de Gervinho, donc je suis tombé sur le Lille de 2011. Et forcément, moi je parle à mes amis, hein, c'est mes amis, donc j'ai des conves d'amis sur WhatsApp et à un moment donné je lançais le sujet, je disais mais c'est vrai que l'équipe de 2011 pour moi individuellement elle est meilleure que l'équipe championne de Lille de la saison dernière. Et voilà, Ouais. et le débat est parti, c'est parti en des mais Bamba Iconé c'est meilleur que Gervinho, donc voilà. Donc j'ai perdu des amis cette semaine grâce à League of Legends, mais à chaque fois ça crée des débats et je fais le vrai gros boomer bien comme il faut. Adri, tu vas bien? Ouais, ça va nickel. Alors, pas de conflit dans ma vie comme Samy, mais des recherches très sympathiques. Moi, j'étais à fond avec l'ami Pascal Duprat et justement Panchi pour nous raconter ce personnage. Et j'ai l'impression d'avoir fait un espèce de retour vers le futur. Quand je vois cette saison de Toulouse, je vois Saint-Étienne aujourd'hui. Donc, c'était très intéressant de se replonger dans cette première mission commando de l'ami Pascal Duprat. Ouais, c'est là que tu te dis que Sainté a eu du pif d'aller chercher Pascal Duprat pour aller se sauver en cette fin de saison. Et donc, notre invité aujourd'hui, Panchi Siriex, ancien milieu de terrain de la JOCR et légende du TFC, est avec nous. Comment ça va, Panchi? Merci d'être avec nous. Ah, on a un petit Ça coupe souci. un Petit peu, donc je sais pas si tu m'as donné la parole, mais en tout cas, Si, oui. Ouais, Ah, on a des petits soucis de connexion ouais. là, Donc apparemment. voilà, ben non, mais, très, très heureux Aïe. d'être parmi vous. Donc voilà, je vais faire partager mes. Vous m'entendez ou pas? Ah, c'est très, très, très compliqué. Toi, tu l'as le son à la régie? Oui. Ok. Désolé, la connexion de Panchi n'est pas optimale. J'espère que ça va revenir au fur et à mesure de l'émission. Ça fait à peu près 5 ans que tu as raccroché les crampons. Maintenant, Panchi, ça va? Le terrain ne te manque pas trop? Oui, j'ai arrêté fin en juin 2017. Donc bon, enfin, ça va. C'est très franchement, les 6 derniers mois ont été très très difficiles parce que j'étais physiquement déjà un peu carbonisé et aussi dans la tête, j'étais passé un peu à autre chose. Donc, non, très, très content d'avoir fait ma carrière, mais aussi très content d'avoir arrêté parce qu'il y a un début, mais il y a aussi une fin, et voilà, je l'ai très bien vécu. Ah, t'avais fait le tour, quoi. C'est bon. Voilà, j'avais fait le tour, même on va parler de Pascal Duprat, donc voilà, mais c'est vrai que j'aurais dû arrêter l'année d'avant, mais vu qu'on s'était sauvé en 2016, voilà, Pascal continuait, donc il voulait que je reste un peu pour le vestiaire surtout. Donc voilà, j'ai fait une année de rab, donc c'était super aussi de faire une année de plus avec lui, mais voilà, il fallait pas en faire une deuxième, quoi. Ok. Et qu'est-ce qui te manque le plus, du coup, de cette période de... Alors, ce qui me manque le plus, bien sûr, c'est les entraînements, le vestiaire, les matchs. C'est surtout voilà, l'atmosphère avant les matchs, la pression avant les matchs. C'est sûr qu'on le retrouve nulle part, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui, ouais, quand tu fais du sport de haut niveau, c'est difficile de le retrouver après. Donc c'est ce qui manque le plus. Et après, c'est le vestiaire, les anecdotes, enfin voilà, les chambrages. Enfin, ça c'est des choses que tu peux retrouver, mais bon, c'est ce qui me manque le plus. Et ouais. Non, juste que tu parlais des choses qui lui manquaient. Est-ce que les différentes coupes de cheveux de Djibril Cissé, elles te manquent? Parce que je sais que tu as joué avec lui et à chaque fois, il avait des coupes originales. Je pense que vous avez bien dû le pourrir. Non, pas trop, parce que tu sais, en fait, Djibril, ce qu'il a pour lui, c'est que tout lui va. Tout lui va, même, C'est bon, vrai. tu parles de C'est ses vrai coupes en de cheveux, mais plus. alors je te C'est parle vrai. même pas de ses habits. Une fois, ouais.
Mais une fois à Auxerre, je me souviens, à Auxerre, il est arrivé avec des Santiago en drapeau américain. Ouf. Et franchement, même ça lui allait, quoi. Donc, ouais, non, mais El Djibril, pour ça, il était vraiment avant-gardiste et c'est pour ça que, pour moi, lui, c'était une star née, quoi. Il est né star. C'est qui le coéquipier qui te manque le C'est le plus? seul que j'ai vu pouvoir. Qui me manque le plus, il y en a un c'est Daniel Braten. Alors, je sais pas, Ouais. Daniel Braten, c'était je sais pas si vous voyez, mais Si, bien sûr. L'ailier norvégien. Un gars extraordinaire. Bien sûr. Une gentillesse. C'était un nounours. Il faisait 1m85, 80 kg, mais c'était un nounours, quoi. Il était extraordinaire. Il était toujours très tranquille. Lui, rien ne l'affolait, jamais la pression. Pour lui, la vie était toujours belle, quoi. Justement. Donc lui, c'était quelqu'un que j'aimerais revoir dans les années futures. Panchi, c'est vrai que tu es beaucoup associé je sais qu'il est à Oslo. Au TFC. On l'a dit, tu as démarré du côté d'Auxerre. On a parlé de Djibril Cissé, mais autre personnage emblématique de Ligue 1, Giroud. Ouais. Qu'est-ce que tu as démarré avec lui? C'est Giroud qui t'a lancé en Ligue 1. Qu'est-ce que tu peux nous dire de lui? Quel type d'entraîneur c'était? Quelle était finalement ta relation avec lui? Alors, pour moi, c'est quelqu'un de surtout très, très intelligent. Très, très intelligent, très, très malin. Et surtout, pour moi, c'était pas un joueur, un entraîneur tacticien. Parce que moi, je l'ai connu au passage, parce que moi, j'ai connu d'abord l'individuel, donc le marquage individuel sur tout le terrain. Et donc, et j'ai connu le passage où on est passé de l'individuel à la zone. Et donc, même pour lui, c'était nouveau. Donc, on voit que c'était, tout n'était pas non plus maîtrisé, quoi. Mais par contre, c'est quelqu'un de très intelligent et qui savait, c'était un meneur d'hommes, bien sûr, c'est sûr. Mais surtout, il savait très bien, c'était un fin psychologue, il savait mettre ses joueurs en confiance. Et on le sait aussi, c'était quelqu'un qui faisait pas beaucoup tourner ses effectifs. Et donc, avec lui, c'était bien d'être titulaire. Donc, tu étais titulaire. Si tu commençais la saison titulaire, tu savais qu'à la fin de la saison, tu étais titulaire. Donc, pour ça, c'est bien parce que les mecs, ils étaient en confiance, ils n'avaient pas peur pour place. Mais c'est vrai que pour ceux qui étaient remplaçants, il fallait savoir qu'il fallait se battre et qu'il fallait rien lâcher, que c'était un peu comme ça, quoi. C'est qui le joueur le plus dur que tu as affronté dans cette Ligue 1, ton pire cauchemar? Moi, j'ai trouvé que Eden Hazard, à l'époque, c'était vraiment quelque chose, quoi. Quand il était à Lille, là, c'était vraiment très, très fort. Fallait suivre. Je dirais, celui qui m'avait le plus impressionné, c'était Hazard, il était chaud. Ouais. Allez, on va commencer tranquillement cette émission. Donc, je vous rappelle le programme. Donc, on commence avec donc une rétrospective sur le sauvetage du TFC. On a déjà un petit peu commencé dans cette intro par Pascal Duprat lors de la saison 2015-2016, véritable exploit de l'époque. Petit tournoi foot africain, avec l'élection du meilleur joueur africain de ces 20 dernières années. Ouais, il y a du niveau. Ça va être assez compliqué à départager. Ça sent les grands débats sur le plateau et dans le chat. Après, on se fait un petit top but assez sympa avec les plus grosses clims de Ligue 1, ça aussi. Ça peut être pas mal. Derrière, on a une rétrospective sur JJ Okocha et un match de légende, le Marseille-Monaco. D'il y a quelques saisons, c'était quoi? C'est 2016-2017 si je dis pas de bêtises. Là aussi, de très très belles images à venir. Et Adri nous fera vivre ça comme à l'époque. On commence donc avec ce premier sujet, le sujet du TFC évidemment. Parce que mine de rien, c'était il y a 5 ans hein, déjà. Et ce sauvetage à la dernière journée du TFC, c'était quand même un sacré exploit. Il y avait quasiment personne qui y croyait, mais Pascal Duprat avait réussi à le faire. Est-ce que tu peux nous recontextualiser tout ça, Adri?
Ouais, bien sûr, tu as parlé d'exploit et on va pouvoir mesurer toute la portée de ce qu'a fait ce TFC-là. Alors, dans cette saison 2015-2016, il y avait une équipe qui était un peu plus mal en point que le TFC. C'était Troyes qui avait lâché l'affaire encore plus tôt. Mais Toulouse, voilà, était 19e à l'issue de la 28e journée et notamment une défaite contre Rennes qui a fait beaucoup de mal à cette équipe parce que 2 buts encaissés dans les arrêts de jeu. Et voilà, on se disait que le TFC, c'était la fin, clairement. Ouais, Dominique Arribagé est limogé et voilà, Pascal Duprat arrive avec un espèce de fol espoir en se disant bon, il y a plus grand chose à perdre, on tente le tout pour le tout. Et c'est vrai que dans cette équipe du TFC, on va le voir au fur et à mesure des images, il y avait quand même un potentiel offensif qui était là. Ouais. Et je pense que Panchi pourra le témoigner avec Ben Yedder, avec Braithwaite, avec Oscar Trero, qui est un peu un joueur, je pense, un peu sous côté, qui était vraiment un espèce de milieu offensif 9,5 qui convenait parfaitement à cette équipe-là. Du coup, Toulouse qui n'avait que 4 victoires, qui avait enchaîné pas mal de grosses défaites, qui étaient un peu dans le dur, qui pour son premier match, on a pu le voir, se déplace à Marseille. Alors certes, c'était le Marseille de Mitchell, mais qui n'avait pas beaucoup gagné à domicile, mais quand même c'était un déplacement périlleux, qui ramène un premier point. Et à partir de là, il se passe quelque chose, c'est-à-dire que l'équipe elle va commencer à vraiment bien enchaîner, avec notamment une victoire contre Bordeaux. Et ce qui est marrant, c'est que ça fait un effet boule de neige aussi sur le public. C'est-à-dire, je pense que le public y a cru de plus en plus. C'est-à-dire contre Bordeaux, vous commencez avec 12 000 spectateurs au stadium. Ensuite, contre Caen, c'est 14 000. Bastia, c'est 17 000. Et ainsi de suite. Lyon, 24 000. Et ça termine contre Troyes, avant-dernière journée, à 29 000 spectateurs. Et c'est vrai que cette mission commando de Pascal Duprat, elle s'oriente sur plusieurs aspects, c'est-à-dire un socle défensif beaucoup plus resserré et une vraie liberté, j'ai trouvé, pour les attaquants. C'est-à-dire que c'était une équipe en transition rapide qui allait du coup extrêmement vite, qui était très efficace dans ce registre-là. Et finalement, Duprat a apporté cette espèce d'équilibre, je pense, sur le plan tactique, mais aussi voilà, cette espèce d'énergie, de grinta, d'état d'esprit qui manquait à cette équipe. Voilà, je pense qu'on en reparlera avec Panchi, mais ce qui a marqué à l'époque les gens, c'est forcément ce discours avant le match contre Angers, qui est un peu devenu une sorte de même de quelque chose d'extrêmement populaire, où ce discours on le ressort même pour une finale de Coupe du Monde de l'équipe de France. C'est dire à quel point Pascal Duprat a marqué les gens. Et moi je veux pas monopoliser la parole parce que je pense que c'est tout simplement très intéressant d'avoir ton avis là-dessus, Panchi. Quand Pascal Duprat arrive, vous perdez contre Rennes, vous êtes au fond du trou. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ses premiers mots pour qu'il y ait un tel déclic et qu'on voit une équipe tout simplement métamorphosée? Alors voilà, en gros, c'est qu'on perd contre Rennes, donc dans les arrêts de jeu, comme tu le dis, et donc je crois qu'il restait 10 matchs et on avait 10 points de retard. C'est donc, ça. En gros, c'est vrai qu'on était morts, hein, on était en Ligue 2. Et donc, on voit arriver Pascal Duprat. Déjà, il nous réunit tous en haut dans la salle de muscu. Et le souvenir que j'ai, c'est qu'il avait réuni tout le monde. Il avait réuni aussi le staff médical, les intendants. Il y avait le directeur sportif qui était là. Enfin, il n'y avait pas le président, mais il y avait le DG. Donc, il y avait tout le monde qui était en haut. Donc, et on voit arriver un petit bonhomme comme ça. Et ce qu'il faut aussi souligner, moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'il arrivait tout seul. Il arrivait tout seul, sans adjoint, sans personne. Et ça aussi, pour moi, c'est très fort parce que quand tu connais personne, c'est quand même ce qu'il faut se dire, c'est pas facile, quoi. Et donc il nous réunit tous en haut. Et ce qu'il fait, c'est que son speech il dure 1 heure, 1 heure et demie, et il commence tranquillement, et il commence à dire moi, la première chose que j'ai vue, j'ai rencontré le président Sadran, il me parle de Ligue 2. Il me dit, mais les gars, dites-moi si je me trompe, mais on est en Ligue 1 là. Donc tout de suite, il nous dit ça, quoi. Il dit, nous, on est en Ligue 1, quoi. Nous, on est en Ligue 1. Et son speech, il va crescendo. Et la phrase que je retiens aussi, c'est, il nous avait dit, moi les gars, ce que je vous demande, c'est de faire le job les 9 premiers matchs. Et le dernier match, il est pour moi. Il dit, parce que moi, je sais ce que c'est. Et je crois que c'est 2 ou 3 ans avant, il avait sauvé aussi Evian lors de la dernière journée contre Sochaux, en fait. Et je crois qu'il avait gagné 3-0 contre Hervé Renard, il me semble que c'était. Et donc il nous a dit, moi le dernier match je sais faire. Donc amenez-moi au dernier match. Et le dernier match il est pour moi et c'est sûr qu'on saura. Donc c'est vrai qu'on était là, nous on était au fond du sac. Et 1 heure et demie après ce speech-là, je ne vais pas vous dire que je savais qu'on allait se sauver, ça c'est faux.
Mais par contre, je sais qu'il allait se passer quelque chose et qu'on allait au moins vivre quelque chose de spécial. Voilà. Et ce premier speech-là, quand même, il a marqué tout le monde. Et ce qu'il a réussi à faire, c'est que il nous a fait croire qu'on pouvait y arriver, quoi. Alors Et que tactiquement, qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau par rapport à Harry Bagé? Comme tu l'as dit, il a insisté sur le socle défensif. Donc, voilà, être costaud défensivement, bien resserrer les lignes. Toujours, il nous disait 20-25 mètres entre les deux lignes. Enfin, voilà, ça, il ne voulait pas laisser d'espace entre les lignes. Donc, ça, c'était vraiment son leitmotiv. Et surtout, après, il avait vu qu'on avait Wissam et qu'on avait Martine. Trero, tu parlais de Trero qui était sous-côté, je suis tout à fait d'accord avec toi. Choco, c'est son surnom, c'était un joueur exceptionnel. Mais il faut se souvenir qu'il ne jouait pas tous les matchs. Hein, parce qu'il ne voulait pas faire jouer, en fait, je crois, il voulait pas faire jouer Tindido ni Choco en même temps, parce que pour l'équilibre de l'équipe. Parce qu'il y avait déjà Martine, Braithwaite, il y avait Wissam. Donc, il savait déjà que ces joueurs-là ne défendaient pas trop. Ouais, c'est ça. Et donc, Choco c'était plus le joker, quoi. Le joker. Et en fait, ce qu'il nous a dit, c'est soyez solides. Les joueurs de devant, ils ont tellement de talent qu'ils vont nous faire gagner les matchs. C'était un peu ça, quoi. Et après, il avait insisté aussi sur les coups de pied arrêtés. Je me souviens contre Bordeaux, le deuxième match, je crois qu'on marque 2 coups de pied arrêtés au bout de 20 minutes, on mène 2-0 contre Bordeaux sur 2 coups de pied arrêtés. On avait Issa Diop qui commençait et Christopher Julien. Donc on savait qu'on avait beaux noms dans cette équipe. On avait quand même sur le papier une très belle équipe. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça qui est quand même. On avait une très très belle équipe. Enfin, il y avait. Ouais, mais après c'était. Parce qu'après, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que quand on était avec Dom, on n'a jamais pris des tacles, quoi. Enfin, on n'a jamais pris des 3-0, des 4-0, mais on perdait toujours un peu sur le fil. Enfin, c'était vraiment un manque de confiance. Enfin, c'était fragile. Et d'ailleurs, à l'époque, on parle de la qualité de l'attaque. Est-ce que toi, en t'entraînant avec des joueurs comme Wissam Ben Yedder ou Martin Braithwaite, tu aurais pu imaginer la carrière qu'ils ont faite après? Est-ce que tu pouvais imaginer que Martin Braithwaite allait jouer à Barcelone ou que Wissam allait atteindre l'équipe de France et voilà? Si on m'avait dit s'il y a un joueur de ton équipe qui va jouer au Barça, je t'aurais dit tout de suite Wissam, pas Martin, quoi. Voilà, je pense qu'on leur aurait tous répondu ça. Sans vouloir faire offense à Braithwaite, bien sûr. Mais après, c'était Martin, c'est un concours de... Ouais, Braithwaite, c'est vrai qu'après, ça a été un concours de circonstances un petit peu aussi. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que Martin, c'était un compétiteur et que c'était un gros travailleur. Donc, c'est vrai que j'avoue, personne ne pensait qu'il allait pouvoir jouer un jour au Barça. Mais bon, il s'en est donné les moyens et ouais, comme quoi le travail paie toujours. Ouais. Et il faut le féliciter. Par contre, Wissam, lui, je le voyais jouer à Paris, je le voyais jouer à Lyon à l'époque, au Grand Lyon. Enfin, c'était un joueur exceptionnel. Donc, je ne suis pas surpris qu'il soit en équipe de France. On peut pas presque être surpris qu'il n'ait pas eu un top club dans sa carrière au final. Voilà. Moi, à l'époque, j'aurais bien vu jouer à Paris. Au départ, être doublure de Cavani ou être doublure d'Ibra. Enfin, voilà, au départ, peut-être rentrer doublure, mais c'était un joueur tellement fin techniquement qu'avec des gros joueurs à côté de lui, puis Wissam, c'était vraiment dans les petits espaces et il était imprenable. On assiste, Panchi, aux images de ce fameux match contre Angers, 38e et dernière journée, un scénario épique, et ce fameux coup franc de Bodiger à la fin, qui est un peu devenu, pareil, très très célèbre. Quand on parle à Bodiger, on lui parle de ce fameux coup franc, on voit Duprat qui est au bord du terrain, dans des images qui sont transcrites, il dit « je sais pas pourquoi, je le sens », Yann avec son pied gauche. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match, sur le discours? Qu'est-ce que tu gardes? C'est peut-être un de tes plus beaux moments de footballeur, si ce n'est le plus beau. Alors, on parle souvent de cette causerie, de ce match.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de l'intérieur, en fait, il nous faisait des causeries comme ça tous les jours. Tous les jours, même avant chaque entraînement, il nous réunissait en haut. Et pendant une demi-heure, il nous faisait un speech et il se réinventait à chaque fois, quoi. Il était comme, j'ai l'impression qu'il était comme habité, quoi. C'était exceptionnel. On était tous là et nous, on attendait le speech là. On était comme des gamins. On était contents de monter et d'entendre son speech pendant une demi-heure. Il nous racontait des conneries. C'est vrai que c'était incroyable. Pendant 2 mois, on a vécu 2 mois de folie, quoi. Hormis le discours qu'on a vu sur Canal, quel est le discours ou l'anecdote qui t'a le plus marqué avec Pascal Duprat? Après, ce qu'il avait bien fait aussi, c'est qu'il avait pris une vidéo, je ne sais pas si vous le savez, de Floria Gay, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelait, une sprinteuse française, et c'était du 4x400. Où elle remonte tout le monde. Et donc, il avait fait le parallèle entre cette course-là et nous, notre remontada, quoi. Et avant chaque match, avant le vestiaire, avant de sortir entre le retour de l'échauffement et le début du match, donc il reste 10 minutes, il nous passait toujours cette course-là et la remontée de Flora Gay, qui en gros jusqu'à la dernière seconde, elle passe devant la fille, quoi. Et en fait, ça avait tout son sens. Plus les matchs avançaient, plus on remontait et plus cette course-là avait du sens et on avait l'impression que c'était notre course, quoi. Et ça, ce qui nous impressionnait, c'est qu'à chaque fois qu'il nous disait quelque chose, ça se passait comme il disait. Tout se passait comme il avait prévu. On a l'impression que c'était un gourou, quoi. Ouais, il était rentré dans votre tête. Et il nous disait souvent, vous en faites pas. Ne vous en faites pas, traçons notre chemin, les autres, il nous disait, je reprends ces mots, mais les autres, ils vont commencer à se chier dessus, ils vont nous voir derrière, remonter, ils vont se caguer dessus. Et c'est vrai que j'ai eu Momo Fofana qui était à Reims à l'époque, je l'ai eu 2 mois après, et il m'a dit, c'est vrai que nous, on vous voyait remonter, on remontait, on se disait, mais putain, ils vont nous rattraper, quoi. Et après, il m'a dit, il avait bien vu, bien sûr qu'il avait vu après la causerie. Il me dit, mais après, quand j'ai vu la causerie, j'ai compris pourquoi vous en étiez là, quoi. C'est sûr que vous allez vous sauver. Quand j'ai vu ça, j'ai compris pourquoi. Ouais. Et tout à l'heure, tu nous disais que Pascal Duprat, en arrivant, il vous avait dit faites le boulot sur les 9 derniers matchs et pour le dernier, c'est moi qui m'en occupe. Et du coup, comment il s'en est occupé de ce dernier match? C'était quoi la recette Duprat? Et après le dernier match, je pense on parle du speech qu'il fait juste avant de partir à l'hôtel. Mais après, il faut savoir aussi, il nous avait fait aussi une causerie. Souvent, on fait une marche avant d'aller manger à midi. On fait soit un petit décrassage ou une petite marche. Donc, nous, on avait fait une petite marche. Et là, on s'était arrêté. Il y avait c'était comme s'il y avait un mur. Et il nous avait dit, bon, les gars, on s'arrête là. Et après, il y avait le caméraman. Il avait dit au caméraman, bon, là, par contre, tu coupes la caméra. Et là, pareil, il nous fait un speech de 10 minutes, un quart d'heure. Et il nous dit, les gars, il y en a, s'ils veulent s'échapper, ils peuvent s'échapper. Mais nous, on va y aller. Nous, on va tout droit. Il nous avait, pendant un quart d'heure, il nous avait remonté comme des pendules. Et je pense qu'encore ce speech-là est encore presque plus fort que le speech que vous avez vu. Et après, la méthode Duprat, c'est aussi, il avait bien prévu son coup, il avait demandé aux familles de faire une vidéo. Donc il avait passé la vidéo de toute la famille juste pendant la causerie là. Et moi, c'est vrai que je retiens, et je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'il a fait rentrer Body. La vidéo qui m'avait le plus touché, qui m'avait mis les larmes aux yeux vraiment, c'était le petit frère de Body. Le petit frère de Body, il avait fait un speech avec la voix qui tremblait, on sentait l'émotion, une émotion énorme. Et ça nous avait pris au trip, quoi.
Et c'est vrai que là, pendant cette vidéo-là, tout le monde avait les larmes aux yeux, tout le monde pleurait. Enfin, en gros, c'était un peu aussi à double tranchant, quoi, parce que quand tu vis des émotions comme ça, soit ça peut aussi te lessiver, et tu peux perdre beaucoup d'influx. Mais là, ça avait été le contraire. Et toi, c'était la première fois dans ta carrière où tu avais eu un coach qui jouait autant sur justement ces cordes, un peu ces leviers émotionnels? Ouais. Ah oui, oui. Ah oui, enfin, après, j'avais eu Eli Bob qui était aussi un gros meneur d'hommes. Mais bon, après, c'est le contexte. Enfin, tout était fait pour qu'on se sauve, en fait. Parce que c'est vrai parce que Pascal, après, il faut savoir aussi que c'est un orateur hors pair. Il manie le verbe comme personne. C'est quelqu'un, je pense, de très cultivé. Voilà, je veux dire qu'il dénote un petit peu, quoi. C'est vrai c'est un personnage thématique. Et on a une question là d'ailleurs sur le chat qui nous demande est-ce que tu penses que Pascal Duprat est en train de refaire exactement la même chose à Saint-Etienne? Est-ce que tu retrouves un petit peu cette recette aujourd'hui? Je pense qu'en fait, ce qu'il a fait avec nous, enfin, il peut pas le refaire parce que bon, c'était hors norme. Mais je sais qu'il est capable et je pense qu'il va sauver Saint-Étienne. Après, Saint-Étienne n'était pas aussi mal en point que nous on l'était aussi. Il part de moins loin. Je pense qu'il va s'appuyer beaucoup sur le public. Voilà, il part de moins loin. Et en tout cas, c'est vrai qu'il a fait ses preuves et il sait s'y prendre, il sait y faire, c'est sûr. Ouais. Je pense que voilà, il va beaucoup s'appuyer sur le public, sur les anciens, C'est sûr qu'il y a des leviers à activer psychologiquement à Saint-Etienne, vu le club, vu la grandeur du club, la ferveur. Voilà. Je pense qu'il va pas galérer à trouver des leviers pour toucher ses joueurs. Hein. Ouais. Mais bon, pour moi, c'est vrai que quand je sais que lui, il aimerait être plus dans la continuité. Il aimerait être plus dans la continuité, mais c'est vrai que c'est pour des missions commando, c'est l'homme idéal. Ouais, justement, tu parles de mission commando. C'est vrai que pour parler un petit peu de ce qui s'est passé sur la suite, début de saison 2016-2017, tambour battant. Je crois que vous êtes 4e au bout de 10 journées où on se dit tiens, mais ça va durer. Et après, c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, par exemple, Ben Yedder est parti du côté de Séville. Voilà, Pascal Duprat fera cette saison. Il terminera à 13e place. La saison d'après, ça aurait été un peu plus compliqué. Le club finira barragiste et Duprat sera limogé en janvier. Donc finalement, il aura duré un peu moins de 2 ans. Mais c'est vrai que voilà, je pense que ça a laissé un immense bon souvenir au peuple toulousain parce que voilà, il y a eu cette remontée et c'était un peu le dernier épilogue avant vraiment la descente. Et voilà, c'est vrai qu'en revoyant les images, je me suis dit que j'ai vu une équipe transfigurée et voilà, enfin en 10 matchs, vous avez gagné plus qu'en 28 journées, c'était fou quoi. Non, mais on était, même nous, très franchement, on se sentait très très fort. C'était incroyable. On se sentait très très fort et c'est là où on sent que quand un collectif est ensemble, il peut renverser des montagnes. Enfin, franchement, et le souvenir que j'ai aussi, c'est que même ceux qui n'étaient pas dans le groupe, voilà, parce qu'il faut gérer les égos, ceux qui sont remplaçants, ceux qui ne sont pas dans le groupe, c'est quand même compliqué. Mais même ceux qui n'étaient pas dans le groupe, ils étaient à fond derrière l'équipe. Et ça, quand même, c'est fort. Je veux dire, ça se ressent à l'entraînement. Enfin, tout le monde tirait dans le même sens. Et ça, c'est difficile parce que il coupe aussi le groupe. Il coupait le groupe le mercredi soir. Donc, ça veut dire que le jeudi, dès le jeudi matin, il n'y avait que le groupe. À l'époque, je crois que c'était les 16. Il n'y avait que les 16 joueurs qui s'entraînaient ensemble. Le reste de l'équipe s'entraînait avec la CFA. Donc, bon, c'est compliqué d'accepter ça. Mais tout le monde l'acceptait. Et ça, quand même, ça veut dire qu'il avait réussi à amener tout le monde avec lui, quoi.
Et juste une question, en termes d'émotion, tu as gagné une Coupe de France en 2003. À quel point tu situes, parce que ça reste un maintien, mais émotionnellement et en tant que souvenir de footballeur, où Ah non, mais c'est... tu situes ça où en fait? Est-ce que c'est en fait un de tes plus grands moments, alors que paradoxalement c'est un maintien, ou ça équivaut à un titre? Enfin, comment tu te situes par rapport à ça? Ah non, non, mais moi c'est sûr que c'est la plus belle émotion de ma carrière et de loin, hein. Et Ouais. je me souviens même, moi j'ai eu la chance de marquer contre Valenciennes. Pareil, une fois on avait failli descendre et c'est moi qui avais marqué, mais très franchement, j'ai vécu beaucoup plus d'émotions avec Duprat que même quand c'est moi qui ai marqué. Donc c'est, ah non, et quand c'est collectif, quand tout le monde tire dans le même sens, que enfin, tout le monde arrive le matin avec le sourire, la banane, alors que tu es dernier, mais tu sens que voilà, enfin, il avait ramené beaucoup de joie, beaucoup de bonne humeur tout en travaillant. Ouais. Mais c'est comme si vous le matin, vous arrivez, enfin, toujours la banane, tu es là, tu es super enthousiaste. Et on était bon dernier et très loin, mais on avait envie de venir à l'entraînement. Ils nous auraient dit de venir à 6h du matin, on serait tous venus à 6h du matin. Ah, c'est fou, ça. C'était incroyable. Ouais, non, moi, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais vécu ça. Enfin, et je pense que ça, des émotions comme ça, tu le vis qu'une fois dans ta vie. Enfin, c'est difficile de le reproduire après, quoi. Et une dernière Sinon, c'est pas question pareil. sur Pascal Duprat, là, venant du chat. Nick qui demande pourquoi Duprat n'arrive pas à durer dans un club. Mais, tu diras que c'est faux. Parce que si on il prend pose la le question. palmarès de Duprat, mais, s'il regarde, s'il regarde Evian, ce qu'il a fait à Evian, mais je crois que c'est la deuxième personne à avoir duré autant de temps et à avoir fait monter un club après Giroud. C'est lui qui a fait monter un club autant de fois, qui a gagné autant. Enfin, voilà. Donc, je sais pas d'où il est parti avec Evian, mais il est De parti très de loin, DH, de je très crois loin, aussi. oui. Donc, après, par contre, je pense que pour lui, c'est difficile de reproduire ce qu'il a connu à Evian, parce qu'à Evian, c'est lui qui a fait son club. Ouais. Donc, c'est comme Giroud quand il a arrêté, il a voulu aller, il est parti à Lens, mais c'est difficile de refaire la même chose ailleurs. Ouais, Donc, c'est peut-être ça. après, je pense que Pascal, il en est capable. Ouais, je pense qu'il en est capable, mais il faut qu'il soit, par contre, en confiance. Et bon, maintenant, le milieu du foot, c'est de plus en plus compliqué. Il faut des résultats tout de suite. Donc, c'est pas comme quand en gros, Pascal, il était à Evian, il était chez lui. C'était son club. Là, maintenant, c'est autre chose, quoi. En tout cas, on parle souvent Mais bon, de grandes Evian, épopées il a dans cette duré. émission. Pardon. Désolé, on a un petit décalage, donc des fois nos voix se superposent. Désolé, c'est un petit souci de connexion. Mais bref, on parle souvent de grandes épopées, de titres ou de qualifications en Ligue des Champions. Aujourd'hui, on a voulu parler un petit peu d'une épopée maintien, ça pour changer un petit peu et ne pas toujours parler aussi que des très gros clubs, parce que pour le coup, cette mission commando de Pascal Duprat, pour le coup, elle est vraiment dans la légende de notre Ligue 1. Allez, sujet suivant, parce que on va parler maintenant de gros joueurs, de très très gros joueurs, et on va même se faire un petit tournoi. Bon, la Ligue 1 et l'Afrique, c'est bien connu, c'est quand même une longue et une belle histoire d'amour. Drogba, Niang, Essien, Chamac, les noms, enfin la liste est très très longue, hein, ne serait-ce que sur les 20 dernières années. On va se concentrer justement sur ces 20 dernières années, parce que sinon le tournoi, je pense, durerait tout le week-end. Oui, même plus. Hein. Ouais, voilà, je pense qu'on va essayer de faire quand même un petit peu plus court. Et on va essayer d'élire donc le meilleur joueur africain de Ligue 1 de ce 21e siècle. Sabi, présente-nous ça. Oui, exactement. Donc, grosse responsabilité. Attention, je dirais même, nous allons avoir une grosse responsabilité, pardon. Il n'y a pas de raison il y ait que ma mère qui soit insultée au final. On va tâcher d'élire les meilleurs Africains, donc, qui ont évolué en Ligue 1 au 21e siècle. Je vais vous présenter, c'est simple, comment on va procéder. 3 chapeaux. Chapeau 3, chapeau 2, chapeau 1. Évidemment, le chapeau 1, c'est le plus relevé, c'est le meilleur. T'as fait ça bien. Hein. Oui. J'ai eu des conseils. J'ai eu des conseils d'une
personne qui s'appelle Alex de Castro. Il m'a aussi interdit de mettre que des joueurs marocains. Moi, je partais sur ça à la base. J'avais pas compris la chronique, je crois. Donc voilà, j'ai dû tout réécrire. C'est une blague, bien entendu. Hein. Il y aura des Marocains, mais il y aura aussi de toutes les nationalités. Et donc voilà, on va commencer par le chapeau numéro 3. On va commencer en douceur, même si pour moi le chapeau numéro 3 il est déjà quand même pas mal relevé, et on va commencer à se faire plaisir. Donc on commence par, si je vous dis salto avant, coupe de cheveux, multiple et original, je pense que les images vont commencer à se charger. Eh bien, vous allez me répondre. Vous me dites qui? Salto. Aubameyang. Ah, il est fort, Adri. Tu t'y connais en foot, hein. Donc bien sûr, Obam pour les intimes. C'est le buteur gabonais. Bah voilà, c'est un joueur africain important de notre championnat de France ces dernières années. 4 saisons seulement en Ligue 1, c'est marrant. Moi, je pensais qu'il avait un petit j'aurais peu dit plus, ouais. Moi aussi, j'aurais dit plus. Et finalement, non, seulement 4 saisons entre Lille, Monaco et l'AS Saint-Etienne. C'est d'ailleurs dans ce dernier club qui s'est le plus illustré, jusqu'à gagner en 2013 le prix Marc-Vivien Foé. C'est un prix qui existe depuis 2009 en Ligue 1, qui récompense le meilleur joueur africain de la saison. Donc, Obama, en 120 matchs, c'est 41 buts en Ligue 1 quand même. Il a surtout fait rêver, comme je vous l'ai dit, les supporters stéphanois, même s'il a aussi fait plaisir à Lille et à Monaco. Sa vitesse, sa finition, sa lucidité aussi en phase offensive, là où il a beaucoup progressé sous les ordres de Christophe Galtier à Saint-Etienne, notamment, ça en fait une machine de guerre devant le but. C'est quand même un vrai bolide. Il a fait du bien à cette Ligue 1. Il a vraiment surperformé. D'ailleurs, c'était pas une surprise, c'était pas le tube d'un seul été. C'est quand même un joueur qui a pu après exporter son talent en Angleterre, notamment, où il a quand même aussi bien fonctionné avec Arsenal, et où il a fait d'ailleurs partie, où il a fait d'ailleurs partie, oui, aussi Dortmund, et maintenant à Barcelone. Où il a d'ailleurs, où je pense que même dans chaque championnat où il est allé, il fait aussi partie. Je pense que s'il y a des Allemands ou des Anglais qui font un Premier Legends ou un Bundesliga Legends, je pense qu'ils pourraient placer Aubameyang parmi les meilleurs Africains qui ont évolué dans leur championnat. Donc voilà, premier joueur du chapeau 3. Donc vous voyez, on commence bien. Hein. Je vous dis, le chapeau 3. C'est pas mal. Mais tu vois, pour le coup, Aubameyang, c'est peut-être pas le joueur que je préfère, mais pour le coup, c'est un joueur dont je suis assez admiratif au niveau de la progression. C'est vrai. Parce que je me souviens, les premières saisons d'Aubameyang en Ligue 1, il partait de loin. Ouais, il partait de loin. Fallait le voir quand même, le potentiel. Galtier a fait un travail assez monstrueux avec lui. Hein. C'est clair. Tu le vois à Lille et à Monaco, c'est pas le même joueur. Hein. Il avait justement un problème de finition. C'était pas le joueur qu'on connaît maintenant, ou même dans la dernière année à Saint-Etienne, où c'était vraiment un tueur, un joueur qui faisait la différence. C'était un joueur de complément, un joueur qui rentrait, qui sortait du banc. C'était différent, et c'est là où on peut saluer son évolution, parce que lui, je pense qu'à force de travail, il avait le talent. Hein. Et il est devenu un vrai joueur qui compte. On va passer au deuxième du chapeau 3. C'est un joueur aussi qui me tient un peu plus à cœur. Je l'aurais bien mis dans le chapeau 1, mais bon, encore une fois, j'essaye de rester raisonnable et surtout professionnel. Là encore, on va voir les images. Deuxième joueur de ce chapeau 3, Younes Belhanda. Ah, oui, moi, ça me plaît, Belhanda, l'enfant de la paillade, homme central du titre montpelliérain en 2012. Belhanda, il a rayonné pendant 4 ans dans le sud de la France. Là aussi, je pensais qu'il avait joué plus longtemps, mais chaque joueur, je pensais qu'ils avaient beaucoup plus que ça joué en Ligue 1, et finalement, en 4-5 ans, généralement, en moyenne, tous, ils ont réussi, et je pense qu'il y en a un même qui a même joué que 2 ans, on en parlera. Ils ont quand même réussi à marquer leur momentum, leur période en Ligue 1. Donc voilà, 4 ans dans le sud de la France, où sa science du jeu, technique léchée, comme vous voulez, capacité à être décisif, même dans la surface de réparation, tout ça, ça a conquis le cœur des supporters montpelliérains. Il a même tenté un comeback très intéressant du côté de l'OGC Nice en 2016-2017. Je pense qu'Alex sera d'accord avec moi pour dire que son année sur la Côte d'Azur a été une totale réussite. Total. Le truc, c'est que sur la fin de saison, il s'éteint un petit peu. Mais par contre, sur la première partie de saison, c'était sous Lucien Favre. Vraiment, il nous avait régalé. Des gestes techniques, des petites roulettes à la Zidane, technique soyeuse, vision du jeu. Mais en plus, tu avais aussi beaucoup de grinta. C'était quand même il avait le côté artiste, mais il avait aussi le côté besogneux. Et moi, c'est ça que j'adorais avec lui. Vraiment, c'est un joueur que j'ai adoré lors de son passage à Nice, et même à Montpellier d'ailleurs. C'était déjà aussi très très fort. Et
j'ai toujours eu, en pensant à lui, j'ai toujours eu un peu ce petit regret de me dire, mais comment ça se fait qu'après Montpellier, il n'ait pas réussi à taper un meilleur club que le Dynamo Kiev, quoi. Ouais. C'est quand même incroyable. C'est vrai que c'est un choix qui a beaucoup surpris. Il avait été d'ailleurs meilleur espoir de Ligue 1 en 2012. Et c'est vrai que lors de son retour à Nice, son association avec Ben Arfa, elle avait fait du bien à la Ligue 1 et à Nice aussi. Hein. Ouais. Forcément, ça avait plutôt bien fonctionné. Et, Panchi, n'hésite pas à nous couper la parole vu qu'on est un petit peu en décalage. Si tu veux réagir, si tu as des joueurs qui t'ont marqué. Des souvenirs, Ouais, n'hésite pas. Après, si tu nous coupes la parole, c'est pas grave, on est en décalage, il n'y a pas de souci. Bah, c'est vrai que- ouais. Non, mais je vous rejoins tout à fait par rapport d'une part Aubameyang. Pour moi, Aubameyang au départ, c'était vraiment un sprinter. Et c'est vrai qu'il a fait des progrès énormes dans la qualité technique, dans son jeu en appui et devant le but aussi. Parce que je me souviens qu'il était au départ assez maladroit par rapport à toutes les occasions qui se créaient. Ouais. Et là, après, techniquement, au niveau de la lucidité, il a explosé. Et ça, je pense, c'est à force de travail et après aussi la confiance. Et Belhanda, j'ai le souvenir, quand ils ont été champions de France, c'est vrai que son association avec Giroud, les deux, c'était exceptionnel. Ouais, j'ai plus le souvenir de lui à Montpellier qu'à Nice. Ouais, il n'est pas resté très longtemps, Ouais. évidemment. Mais c'est vrai que c'était là, à Montpellier, il avait été exceptionnel. Il avait fait une saison incroyable. ouais, une carrière plutôt complète. Et après, j'attends ton chapeau. Hein. Ouais, une carrière plutôt complète. Tu vas être gâté, tu verras. Il y a une carrière plutôt complète en Ligue 1. C'est 158 matchs de championnat de France pour 28 buts et 17 passes décisives. Donc, moi, je pense que l'international marocain a totalement sa place dans cette liste des Africains qui ont marqué le football français. On va passer au troisième joueur de notre chapeau 3. Il fallait absolument le mettre. Moi, c'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié. Là encore, les images vont défiler sous vos yeux. Comment ne pas citer André Ayou, l'ancien On n'en milieu. parle plus trop, hein. On n'en parle plus trop, c'est vrai, mais quand même, c'est un joueur qui a compté, l'ancien milieu offensif de l'Olympique de Marseille. Sur les pas de son père, c'est le frère le plus âgé des Ayou. Il a construit l'essentiel de sa carrière en Ligue 1 dans le club phocéen, même si il a eu 2 petits prêts à Lorient, on s'en rappelle peu, C'est et vrai. aussi à Arles-Avignon. C'était une autre époque. Dédé Ayou, comme il était surnommé là-bas, il a eu la persévérance pour s'imposer dans son club de cœur, parce qu'au début, c'était pas forcément un joueur sur lequel on pouvait miser, malgré son prénom. Voilà, on sait que c'est difficile de succéder si ton père a été un grand joueur. Lui, il a réussi. Je trouve qu'il l'a bien réussi. Et au fur et à mesure, il s'est imposé dans son club de cœur. Et en plus de ça, il est devenu même un des meilleurs joueurs offensifs du championnat de France lors de son passage marseillais. Et de quelle manière? Parce que là, ça m'a surpris aussi quand même des très belles stats. 207 matchs pour 51 buts et 10 passes décisives. C'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu pour un joueur de côté. C'était pas un offensif et même il a parfois même été placé relayeur dans ses années marseillaises. Donc moi je trouve ça quand même très très honorable. Pour moi c'est un joueur qui a toujours fait preuve d'une grinta exceptionnelle lorsqu'il revêtait le maillot de l'OM. Je suis pas forcément fan de l'OM, mais c'est un joueur que j'appréciais chez eux. Moi sa célébration où il frappait son torse à chaque fois, moi je trouvais que voilà ça donnait quelque chose. Je comprenais pourquoi les supporters marseillais pouvaient apprécier ce genre de joueur. Il trichait pas. C'est un des rares minots aussi à avoir percé à l'Olympique de Marseille avec Samir Nasri, effectivement. Et il a surtout été indéboulonnable jusqu'à son départ en 2015. Il a remporté quand même 2 Coupes de la Ligue, 2 Trophées des Champions et un Championnat de France pendant sa période marseillaise. C'est un joueur quand même, on le disait souvent sous-coté, mais au final qui a joué un rôle prépondérant dans la réussite du club marseillais dans le début des années 2010. Donc pour moi, il a clairement sa place dans ce chapeau 3. Et Vrai soldat. on revoit les images et ce qui me marquait moi à l'époque, c'était Petit Gamari, mais le jeu de tête, le sens du timing, il était vraiment doué dans ce domaine-là. Exactement. Et franchement, Ayou, t'as parlé de sous-côté, de danger permanent et tout, c'est vrai que ça se retrouvait là. Je pense que tu parleras un peu plus tout à l'heure de Mamadou Niang, mais un petit peu plus en retrait, mais Je connais pas. je sais pas. Mais ouais, Dédé Ayou, vraiment à Marseille, très très sympathique. Exactement. Donc voilà le premier chapeau. Est-ce que vous voulez élire un joueur de ce chapeau 3? Est-ce qu'on va en sortir un? Panchi peut-être? Mouille-toi. Moi, je dirais, je mettrais Ayou, moi, tu vois. Ayou, parce que je trouve qu'il a des 3, si
Il m'a le plus marqué et il a fait preuve de beaucoup de mental, d'un gros mental, et on sentait que c'était un compétiteur, un vrai compétiteur. Et voilà, je mettrais Ayew juste devant Belanda. D'accord. Ok. Je le rejoins, je mettrais Ayew dans le côté aussi régulier par rapport aux autres. Aubameyang, ça a été une longue phase ascendante, mais je trouve que le prime d'Aubameyang, au final, ça a plus été à Dortmund. Donc dans ce sens, je peux pas le mettre. Et Belanda, oui, il a fait une saison et demie de très haut niveau en Ligue 1, une saison avec Montpellier, une demi-saison avec Nice. Il a vendu du rêve sur pas mal de buts, sur pas mal d'actions, mais en termes de carrière, je peux pas le valoriser autant que les autres. Donc ouais, Ayew. C'est vrai. Ouais, mais c'est exactement ça. Et c'est comme ça que le classement sera fait. Il y a des joueurs qui ont plus percé après, donc il fallait aussi prendre en considération leur performance en Ligue 1, et je vous rejoins parfaitement par rapport à Ayew, gros joueur de notre Ligue 1 de ces dernières années. On va passer au chapeau 2, les copains. Attends, quand même. La vie d'Adri, ça serait quand même sympa. C'est vrai, excuse-moi. Et la vie du chat. Je pensais que tu l'avais donné en premier, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci, mais j'ai conclu sur Ayew, et même si voilà, Belanda, Aubameyang, ils ont eu quand même des moments très sympathiques, je pense qu'en termes de régularité et même, ouais, je vais dire Ayew aussi. Je vais dire Ayew. Consensus, mais c'est bien. Consensus sur le plateau, mais pas sur le chat. Sur le chat, c'est partagé. On a petite préférence pour Belanda. Je peux comprendre. Ouais, bah voyons. Aubameyang pour sa construction personnelle, évolution dans chaque championnat. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, il y a un retardataire qui nous demande le débat couvre quelle période sur les 20 dernières années. Oui. Et oui, c'est que la Ligue 1. C'est que la Ligue 1, pas la D1, non, ni la Division. Non, on reste sur la Ligue 1 sur ces 20 dernières années. Non, pas les autres championnats, c'est Liga Legends only, et pas trop loin dans le temps, évidemment, parce qu'il y a aussi une question d'image. Après, avant 2000, c'est compliqué de récupérer les images. Exactement. Allez, chapeau 2. Chapeau 2, les copains, c'est parti. Alors, c'est aujourd'hui, on va passer du côté du RC Lens. Je ne sais pas si vous voyez un peu où je commence à venir. Aujourd'hui, c'est plutôt le nom de... Soit Dindan, soit Keita, quoi. Ah, t'en as un. Même si c'est le nom de Sékou Fofana, voilà, actuellement, qui résonne sur toutes les lèvres des supporters lensois. Il y a un autre milieu africain qui avait régné dans l'entrejeu sang et or, que tu as dû affronter d'ailleurs, Panchi, avant de devenir double vainqueur de C1, messieurs, avec le FC Barcelone. Sédou Keita, il a fait le bonheur du RC Lens de 2002 à 2007. Pendant 5 ans, Keita, il a excellé dans un poste de milieu box-to-box qui maîtrisait à la perfection, et qui ensuite, il a réussi à exporter ça en Liga. Après des débuts remarqués quand même, moi je me rappelle de ses débuts à l'Olympique de Marseille, où c'était quand même un joueur qui avait aussi un nom, même s'il n'est pas relié à la légende africaine. Il avait quand même ce truc, ce spécial quand il débutait à Marseille, même si on sentait qu'il était encore un petit peu frêle. Puis 2 années où là il a vraiment progressé à Lorient. C'est vrai que certains oublient qu'il a évolué à Lorient. Il part J'avoue que j'avais zappé. Pour finir à Barcelone et gagner des séries avec Messi, comme ça, là aussi la progression elle est quand même fulgurante. C'est une véritable légende au Mali, avec ses 102 sélections. Keita, il deviendra un joueur majeur du championnat de France chez les 100 et or, où il remportera qu'une seule coupe Intertoto. Niveau palmarès, oui, il n'a pas gagné de titre majeur avec le RC Lens, mais même si son palmarès s'est construit en dehors de France, il a quand même disputé 182 matchs de Ligue 1 pour 19 buts et 5 passes décisives. Sédou Keita, de par son nom, de par son activité sur le terrain, pour moi, il mérite largement sa place parmi les étoiles africaines de notre championnat. Joueur extrêmement sous-coté, vraiment. Clairement. Joueur hyper complet, il avait tout. Gros volume de jeu, techniquement, c'était très, 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 très propre. Grosse vision de jeu. Franchement, il savait tout faire au milieu de terrain. Moi, je le trouvais impressionnant, vraiment. Et je trouve que même quand il était en Ligue 1, même quand il était à Lens, je trouve que on l'appréciait pas forcément à sa juste valeur, alors que vraiment c'était la classe. Pour moi, c'était juste la classe en fait.
Ouais, moi j'avais le souvenir d'un mec avec un gros volume de jeu. C'est marrant que tu parlais de Lorient parce que j'avais aussi oublié qu'il avait terminé à la Roma également C'est vrai. lors de ces dernières années. Et ouais, cette saison 2006-2007 dans ce lance de Gilo avec Dindan, avec Jussier, avec tout ça, qui méritait bien mieux, je pense. Après, ça a représenté un peu le début du déclin pour le Racing. Mais ouais, Seydou Keita en termes de milieu de terrain, on a eu Yaya Touré, on a eu Essien. Mais il aura une belle petite place, je pense. À voir les autres membres du chapeau 2, je suis curieux parce que là, pour le coup, Seydou Keita, j'ai un vrai coup de cœur pour lui, donc curieux de voir l'autre sélection. Je pense que pour le chapeau 2, tu auras un autre coup de cœur, mon ami. Ah, Je m'avance peut-être, mais je pense que tu auras un autre coup de cœur. je vois de quoi tu parles. On passe ensuite. Panchi, je te demanderai à la fin du chapeau, tu me diras ta préférence. Comme ça, Ouais. tu éliras et tu te mouilleras pour Bien sûr. élire Ok. un joueur de ce chapeau 2. On va passer au deuxième joueur du chapeau 2. Là où je te disais, Adri, je suis quasiment convaincu. Je prends pas trop de risques en m'avançant. Voilà, on voit les images. Alors, pour moi, il y a eu dilemme, hein, parce que moi, je voulais le mettre dans le chapeau 1, même créer un chapeau au-dessus. Chapeau, tu Chapeau, vois, Chamac. N-1, un truc un peu plus sophistiqué pour notre ami Marouane Chamakh. J'ai un allié de poids, comme je disais ce matin avec Adri. Je parle donc de Marouane Chamakh, On légende. a un Marocain et un Bordelais sur le plateau. Ah là, on L'élection s'entend, là, hein. truquée, là. Ah là, on Ça s'entend. sent l'élection truquée à plein nez, quoi. Je sens qu'il va finir top 1, on va pas comprendre. Je pense aussi. Donc voilà, légende des Girondins de Bordeaux, l'international marocain, meilleur buteur bordelais lors de l'extraordinaire saison 2008-2009 dont on se rappelle tous. C'est un visage marquant de notre championnat. Oh, mais un but contre Nice. Ça fait Ouais, non, plaisir. mais... Et depuis tout à l'heure, je vois que des images du stade Duré, franchement. J'ai pas ça- du tout ça- fait exprès. J'ai pas Le fait hasard, exprès. on y croit moyennement, quoi. J'ai pas fait exprès. Ça popait à chaque fois. But contre Nice. Bon, bah, je mets. Non, Je mets. si t'as un message à me faire passer, s'il y a un truc qui va pas, on peut en parler, Mais tu on sais. est ensemble. On est ensemble très fort. Bien sûr, oui, très très fort, oui. Donc, lancé très jeune en Ligue 1, le Bordelais a petit à petit trouvé ses marques au plus haut niveau, toujours sous le maillot girondin, seul club professionnel qu'il a connu en France. Donc voilà, il y a aussi le côté fidélité qui rentre en compte. En 7 ans, le Lion de l'Atlas a disputé 230 matchs de championnat, messieurs, pour 56 buts et 23 passes décisives. Alors oui, c'est vrai que son faible nombre de buts lui a souvent été reproché. C'est un C'est attaquant vrai. racé qui compensait son manque d'efficacité par un QI football au-dessus de la moyenne. À Bordeaux, les supporters ont encore des frissons, je pense, lorsqu'ils évoquent son association avec Johan Gourcuff, où on voit ces buts extraordinaires qu'il a pu marquer au Parc Lescure. Sincèrement, je pense que, blague à part sur le fait qu'il soit international marocain, je pense qu'on ne peut pas oublier Chamakh dans les débats lorsque l'on évoque les meilleurs joueurs africains de Ligue 1 au XXIe siècle. T'as tout résumé pour Chamac et de mes souvenirs de jeunes supporters, on voit débarquer, on se dit bon bah on avait un attaquant avec un profil un peu de pivot, ça va pouvoir nous offrir d'autres possibilités parce qu'on avait Paoletta, on avait Darcheville, on avait Feindouno, ça va être un autre registre de jeu et en fait plus les années ont passé, plus il s'est affiné techniquement jusqu'à être, t'as parlé de QI-foot, est vraiment un mec tellement intelligent dans le jeu et cette complicité avec Gourcuff qui était assez mémorable sur les deux saisons de 2008 à 2010 où il y a encore des actions où ça combine, où ça fait des triples 1-2 où ça se trouve parfaitement et voilà, on parle de Ligue 1 mais en Ligue des Champions aussi il a eu pendant un moment le record de matchs où il a marqué consécutivement, donc quelqu'un, Chamac, on peut pas l'oublier du côté de Bordeaux et voilà, il y a des petits frissons en revoyant ces images là évidemment quand on compare à la situation actuelle, mais surtout un enfant du club et ça fait d'autant plus plaisir. Exactement. Bah, tu l'as joué d'ailleurs, Panchi, Chamakh. Oui, bien sûr. Ça compte. Je te donnerai mon avis. Ouais, ça compte pour le délibéré final. Troisième joueur de ce chapeau 2, et on va finir avec aussi un très grand joueur. Vous en aviez parlé dans la précédente édition de Ligue 1 Legends, il me semble. C'est encore un milieu plutôt défensif, et on va parler de Michael Essien. Les images aussi vont arriver. Connaisseurs de football, les connaisseurs Alors, de football. Essien, c'est chapeau 2, alors j'ai hâte de voir la gueule du chapeau 1, quoi. Ah, Parce mais que là, c'est là où il y aura débat. C'est là où il y aura Attendu débat. au tournant là. Mais il n'y a pas de problème. Après, il faut faire des choix. La vie est faite de choix. Ligue 1 Legends est faite de choix. Et on a fait des choix très durs. Mais voilà, j'ai pas beaucoup dormi ces dernières semaines. Mais voilà, on a fait de vrais choix. Les connaisseurs de Football Manager, ils se rappellent de lui comme une pépite du jeu. Et les fans de football n'ont pas oublié le milieu au volume de jeu monstrueux qu'il était. D'abord sous les couleurs bastiaises, puis ensuite sous le maillot lyonnais. Essien, ça a été un joueur majeur dans ses équipes.
il a quasiment jamais quitté le 11 de départ, que ce soit à Bastia ou à Lyon, malgré la forte concurrence, surtout dans le Rhône. Il était dans le début du Grand Lyon, avec 2 titres de championnat de France. C'est marrant parce que moi, je pensais qu'il avait joué un petit peu plus longtemps à Lyon, et je pensais qu'il avait une plus grosse part dans les 7 titres d'affilée. Finalement, il en a eu que 2, hein, ce qui est très bien. 2 trophées des champions. Il a garni son palmarès en France. Donc, il avait un style de jeu, on s'en rappelle, très, très énergique, beaucoup de qualité dans les duels. C'était aussi parfois agrémenté de jolis petits buts, hein, malgré un profil clairement plus défensif. Le Ghanéen, il a laissé un vide quand il a quitté l'OL, c'est dire l'impact qu'il avait laissé dans ce grand club et dans le championnat de France. 137 matchs, 18 buts pour le Black Star. Le joueur est ensuite devenu une référence à son poste quand il a signé à Chelsea, où il a évolué pendant presque 9 ans. On sait que sa formation en Ligue 1, Cocorico, y est quand même pour beaucoup. Donc oui, c'est un incontournable du championnat de France. Bah, pour moi, c'est l'un des meilleurs milieux défensifs de l'histoire. De l'histoire du foot, je parle même pas de la Ligue 1, honnêtement. Pour moi, tu me parles de gros milieux défensifs. Je pensais Makelele, je pensais Michael Essien de suite dans les premières secondes. Pour moi, Essien, ouais, c'est juste monstrueux, quoi. Vraiment, c'est pareil. Tu parlais justement de son volume de jeu, mais en plus de ça, il y avait aussi une qualité technique. Alors évidemment, là, on parle pas de technique, on parle pas de dribble, mais une qualité vraiment technique pure. Contrôle, passe, frappe. C'était vraiment au-dessus. C'était vraiment au-dessus. Bah, du coup, Panchi, c'est toi notre juge de paix. Comme dirait ce bon vieux Max. Moi, quand tu me mets Michael Essien dans ce groupe-là, bah là, je suis moi, Essien, pour avoir joué contre lui, c'était un monstre. Un monstre. Ouais. Quand tu jouais contre le Lyon où tu avais Mamadou Diarra, Essien et Juninho, là, c'était le match à jouer de l'année. Et non, Essien, c'était une machine. C'est comment de se prendre un coup d'épaule de Michael Essien? Ouais, non, mais franchement, Essien, il était ultra complet. Il n'avait pas de défaut. Donc pour moi, Essien, c'est sûr que c'est numéro 1, sans hésitation. Après, je mettrai Chamac derrière, parce que Chamac, c'est vrai qu'avec son association avec Gourcuff, il a été champion avec Bordeaux. Donc voilà. J'ai le souvenir aussi d'un joueur assez complet, comme tu l'avais dit. Il a vraiment bien progressé techniquement et c'était pas non plus qu'un pivot et qu'un joueur de tête. Donc c'est vrai que il avait beaucoup progressé. Et pour revenir à Keita, moi Keita, pour avoir joué contre lui, j'avais pas vu le potentiel de ce joueur-là. Je pensais pas qu'il allait faire la carrière qu'il a faite, faire autant de sélections, aller jouer au Barça. Assez surpris de sa carrière. Je pense, voilà, pour moi, entre Keita et Essien, Essien, c'était vraiment un monstre, quoi. Essien, ça sautait aux yeux de suite, même à Bastia. Infranchissable, il perdait pas un ballon. Je me souviens quand il a commencé à Bastia, c'était à Bastia, c'est lui qui faisait tout. Donc voilà. Moi, mon classement, c'est Essien, Chamac et Keita. Alors moi, je vais partir aussi sur Essien en numéro 1. Par contre, je mettrai Seydou Keita en numéro 2. En numéro 3, je mets Marouane Chamakh. Je suis désolé, très beau joueur, très élégant. Pour moi, pas assez tueur devant le but. Il y aura un avant et un après cette émission. D'ailleurs, attends, d'élite. Alex. Je vais recevoir 2 lettres de démission à la fin de l'émission. C'est incroyable. Il faut bien prendre en compte, c'est aussi, j'ai pris en compte la période aussi en Ligue 1. Essien, c'est 2 ans à Bastia, 2 ans à Lyon, et il a vraiment pris son envol international en termes de notoriété à Chelsea. C'est ça aussi qui compte. C'est-à-dire que Chamac, c'est 7 ans en Ligue 1 et je trouve que son accomplissement est plus important. C'est pour ça que c'est compliqué et que la nuance est et surtout Chamac était un des joueurs majeurs de son équipe. Essien, il y avait quand même d'autres joueurs, excusez-moi, Essien n'était pas la star de l'Olympique Lyonnais. Essien n'était pas marocain. Non, mais c'est vrai, c'était un joueur de devoir. Non, mais c'est comme ça que j'explique la chose et c'est comme ça aussi que vous allez comprendre le chapeau 3. Voilà. C'est le chapeau 1, pardon. C'est juste pour éviter qu'on me tombe dessus. On va passer au chapeau 1. Je pense que Adri, attends, tu nous as pas donné ton. Tu mets qui en premier sur le chapeau 2?
Bah, je suis pas objectif, mais voilà, j'ai revu des images des siens. C'est vrai que c'était quand même un bon client. Marouane, c'est vrai qu'il y a les stats. On était déjà dans une ère où on pouvait juger un peu par ça. Mais voilà, les siens, Chamac, putain, c'est dur moi, je suis pas objectif, mais Ouais, bon, si on bah, met les siens devant lui, tu je dis peux Chamac, comprendre. quoi. Ouais, bah, je suis D'accord. quand même, je peux être objectif, je peux être lucide, allez. D'accord. Bon. Donc Chamac. Donc Chamac sort de ce chapeau 2. on, passe, on passe maintenant au chapeau 1. Et là, les problèmes sont pas encore finis. Je pense que on va finir d'attiser la haine parmi nos viewers. Pour ouvrir ce chapeau 1, on va partir du côté de la Côte d'Ivoire. Et non, pas Didier Drogba, pas encore, mais Pas plutôt encore. Gervais Yao Kouassi, dit Gervinho, l'ailier ivoirien qui a rayonné sur les pelouses françaises durant aussi 4 années, mais en étant un des joueurs majeurs dans chaque équipe où elle a évolué. En France, c'est 126 matchs pour 37 buts et 22 passes décisives. L'éléphant, il a mis tout le monde d'accord quand même sur son talent intrinsèque, que ce soit au Mans pour ses débuts explosifs, ou à Lille, où avec la génération Hazard, il a connu la consécration d'un titre national. Gervinho, il s'est quand même plutôt baladé en Ligue 1. Il a laissé une marque indélébile dans le cœur des supporters lillois. Dans le LOSC de Garcia, Gervinho, il avait pris une part importante dans le dispositif lillois. Il était avec Hazard le principal atout offensif de cette équipe, avec Moussa Sow aussi, mais c'était les deux joueurs qui monopolisaient l'attention des défenses. Omniprésent offensivement, il essoufflait ses adversaires avec son volume de course impressionnant. On se rappelle ces longues courses où il partait de son camp, arrivé souvent décisif dans la surface adverse. Il a régalé quand même durant son passage en France, Gervinho. Il était aussi connu pour son altruisme et sa finition qui était quand même plutôt soignée pour un joueur de côté. C'est plutôt mignon. C'était pas son poste, c'était pas un avant-centre, mais il a quand même plutôt staté en Ligue 1. Il a quand même laissé principalement que de bons souvenirs en Ligue 1 où ses fulgurances balles au pied et ses titres lui valent une place dans ce chapeau 1. Point faible de Gervinho, sa coiffure, on nous dit sur le chat. Ah, c'est vrai que c'est un autre style. C'était un autre style. Ah, il avait un très grand front, l'ami Gervinho, mais quelle bombe. Franchement, c'était sur le côté. T'as l'impression que le mec était inarrêtable. C'était assez incroyable. Exactement. Et carrière plutôt honnête par la suite. Arsenal, la Roma. Ouais, ça va, c'est il me honnête, semble qu'il ouais. il joue toujours à Trabzonspor. Et oui. Ah, il Il joue arrête pas. toujours. Ouais, il n'arrête pas. Il va prendre 35 ans. Il n'est pas si vieux que ça, dans l'absolu, maintenant, dans le football moderne. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Donc chapeau 1. Voilà, c'est là où je me disais aussi, il peut y avoir débat Gervinho et Sien par rapport au chapeau, mais c'est que Ouais, c'est ce qu'on Gervinho. nous dit sur le chat, Oui, je peux notamment comprendre, Captain mais Aizen, et je suis assez d'accord. Moi, j'aurais plus mis Essien top 1, oui, mais ce que enfin dans le j'explique, chapeau 1. Hein. c'est que Gervinho a été un membre très important de son équipe. C'était le deuxième meilleur joueur de Lille quand Lille a été champion. Ouais. C'est ça qui compte aussi. On L'impact. élit pas le meilleur joueur africain de tous les temps, parce que je pense que Essien, dans sa carrière, bien sûr, est devant Gervinho, mais en Ligue 1, je pense que encore une fois, l'accomplissement de Gervinho a été plus important. A été plus Ouais, important et je vois son ta rôle logique, je comprends ta logique. et son rôle dans les succès de son équipe a été plus important. Voilà, c'est sur ça aussi que je me basais et il fallait bien faire attention à pas prendre la carrière entière du joueur. Sinon, à ce moment-là, on aurait fait Essien, Keita, ils auraient été dans le chapeau 1. Tu vois, Ouais. avec un autre joueur que vous connaissez bien. On va passer au deuxième joueur du chapeau 1. Donc on attaque la ligne droite avec nos deux derniers joueurs, deux joueurs de l'OM. Hein, on va pas se cacher. Club d'ailleurs bien représenté dans notre liste aujourd'hui, comme quoi il n'y a pas de favoritisme. On ne peut pas ne pas mentionner Mamadou Niang. Là encore, on va voir ses buts. L'ex-capitaine de l'OM est une référence à son poste dans le championnat de France au XXIe siècle. Le Lion de la Teranga, il a vraiment performé en France, que ce soit à Troyes à ses débuts. J'avais oublié qu'il avait commencé à Troyes. Du côté de Strasbourg, il a fait 6 mois à Metz. Ça aussi, j'avais oublié qu'il avait évolué juste 6 mois à Metz. Et comme cité auparavant, bien évidemment, à l'OM, record de match en Ligue 1 dans notre sélection. Hein, 258 matchs pour 100 buts et 31 passes décisives. Alors là, en stats, il tue tout le monde. Hein. Des statistiques éloquentes pour un joueur qui a pris son temps quand même pour éclore au plus haut niveau. Son passage à Marseille coïncide avec le retour au plus haut niveau aussi du club olympien. Donc c'est là où j'explique l'importance de l'impact du joueur sur son club. Il a ramené l'OM au sommet du championnat avec en point d'orgue le titre de 2010, 17 ans après le dernier titre quand même. C'est des choses qui marquent, c'est des choses qui sont importantes dans la carrière d'un joueur. Au Vélodrome, Mamad, comme il l'appelle là-bas, c'est devenu une icône. Sa grinta, pour un attaquant, c'est quand même assez rare. Son volume de jeu, sa technique,
et son talent aussi face au but, hein, parce que il avait quand même un sacré sens du but. Et ben et voilà, il a réussi à faire hurler les virages nord du Vélodrome pendant de nombreuses saisons. Marseillais dans l'âme en plus. Niang, il a marqué à vie, je pense, les supporters de l'OM qui n'ont pas oublié ses exploits passés. Donc il a sa place dans ce chapeau. Hein. Ouais, Pas de critique là. Là tout le monde. Non, en même temps là on arrive aussi sur le très Voilà. très 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 haut niveau quoi. Tiens donc un but contre Nice, c'est étonnant. Ça faisait longtemps. Mais vraiment, je te jure que Le hasard. je crois que c'est Amaury. Moi j'ai rien fait. Non. Oui, certainement, oui, certainement. On va enchaîner. On va rester à Marseille. Je pense que voilà, vous savez très bien de qui je vais parler. Vous avez deviné qui je vais mettre en avant. On dit souvent qu'on garde le meilleur pour la fin. On verra. Ça se vérifie. On verra avec cette élection. Mais évidemment, je vais vous parler de Didier Drogba, le prince du coupé décalé, un des tout meilleurs joueurs africains all-time. Là, on parle vraiment du lourd. Hein. C'est dans top 3, top 5 africains. Je pense que tout le monde est d'accord par rapport à ça. Même si tout a été dit à son sujet, hein, je vais pas, voilà, Drogba, il a éclaboussé la Ligue 1 en seulement 3 saisons, 2 saisons et demie exactement, puisqu'il avait fait 6 mois en signant à Guingamp et après une année complète. Alors moi je pose mon veto, ce sera pas Drogba, il a refusé de venir dans Ligue of Legends, donc à partir de là, C'est pas non, fini. je suis désolé. Pas ce fini. sera chapeau 3, dernier Didier Drogba. Il peut encore venir, c'est pas fini. C'est pas fini. Oui, bien sûr. Ouais. Tout d'abord, donc, je parlais de Guingamp où son association avec Malouda, ça reste dans toutes les mémoires quand même. Hein. Il avait quand même fait une saison à 17 buts, alors que le gars c'était un parfait inconnu. Faut savoir que à l'époque, c'est Guy Lacombe qui le fait venir à Guingamp contre l'avis de tout le monde, puisque le joueur est plutôt un joueur de sortie de banc au Mans où il remplaçait souvent Daniel Cousin, donc mais un joueur qui n'avait pas spécialement montré un potentiel monstre. Guy Lacombe l'appelle, commence à le faire jouer, il joue 11 matchs sur ses 6 premiers mois à Guingamp pour 3 petits buts, et c'est la saison d'après où il se révèle, il explose totalement, comme je vous l'ai dit, avec ses 17 buts, avec Malouda. Et ensuite, là où c'est impressionnant, c'est souvent dur de confirmer pour un joueur. Il signe à l'OM, il choisit pas quand même la facilité. On sait que c'est quand même compliqué de s'imposer au Vélodrome avec toute la pression inhérente au club marseillais. Et c'est pas qu'il confirme, c'est qu'il confirme et en plus de ça, il progresse. Il réussit à progresser par rapport à son année guingampaise. Et voilà, au total, c'est seulement 80 matchs pour 39 buts quand même, donc un but tous les 2 matchs et 11 passes décisives, 2 saisons pleines où je pense sincèrement, là où il a fait la différence, c'est que tout le monde a pu s'apercevoir à quel point ce joueur était spécial. Il était différent. Quand on a vu évoluer Drogba pendant 2 saisons en Ligue 1 à cette période-là, tu sentais que le gars, il avait quelque chose d'autre et qu'il n'allait pas rester bien longtemps, malheureusement, dans le championnat de France. En un an seulement, il a marqué la vie des supporters, les supporters marseillais qui ont espéré jusqu'au bout, malheureusement, un retour de leur attaquant prodige au Vélodrome. Son passage fut bref, mais intense. Certains vous diront que c'est bien aussi parfois quand c'est comme ça. Et l'éléphant, il mérite. J'ai été très poli. Et je pense que l'éléphant il mérite définitivement sa place dans ce chapeau. À vous de décider, messieurs. C'est parti. Honneur à l'invité du coup. Ton avis déjà sur ce premier chapeau et ton top 3 définitif sur l'ensemble. Et évidemment sur le chat à vous aussi de nous balancer votre top 3. Hein. Pour moi, il n'y a pas débat. Hein. C'est sûr, il n'y a pas de débat. Tu m'aurais demandé ton joueur africain de Ligue 1. C'est sûr, j'aurais dit Drogba. Quoi. Drogba, bien sûr, ce qu'il a fait à l'OM. Parce que comme tu l'as dit, à Marseille, quand tu es attaquant, c'est quand même compliqué. Je le sais avec Dédé Gignac, qui au départ, ça a été difficile pour lui, même si après, il a été exceptionnel Dédé aussi. Drogba, c'est la classe. Il avait tout. Hein. Il avait tout. Je me souviens aussi de ses débuts avec Flo Malouda à Guingamp. Ah, le duo était incroyable. Pour moi, il n'y a pas de débat. Pour moi, il n'y a pas de débat. Ouais. Pour moi, il n'y a pas de débat. Drogba, c'est de très, très, très haut niveau. Très, très haut niveau. Après, en 2, je mettrais Niang, bien sûr. J'aurais Niang pour toute la carrière qu'il a faite, bien sûr à Marseille, mais aussi à Strasbourg. Donc, voilà. Je ne connais pas personnellement, mais on m'a dit que c'était vraiment un bon gars. Donc voilà, Niang et Gervinho, même si c'était une bombe aussi. C'était un super joueur, mais pour moi, c'est en dessous des deux. Voilà.
Et En du Ligue coup, 1, pardon. sur Ouais, ce qu'ils ont fait en Ligue 1. sur l'ensemble du tournoi, ton top 3, ce serait quoi? Pour moi, ça serait Drogba en 1, Essien en 2, Ah, Essien, ouais, pour moi, Essien en 2, et après en 3, Fodé Mansaré? Achille Mana. en 3, je dirais Bonaventure Kalou, Oh! Avec qui tu as avec joué qui au j'ai joué à Auxerre? Auxerre, et c'était un super joueur, sous-coté aussi, très très gros joueur, très C'est vrai que très c'était un talentueux. joueur magnifique, Bonaventure Kalou, Je suis mais d'accord. Ou sinon, le ouais. souci, c'est qu'il n'a pas Ou réussi à sinon, s'imposer au PSG, Ben- quoi. Ouais, C'est vrai. ouais, c'est vrai. Tristesse. Ou sinon Benjani, je sais pas si vous venez de Benjani. Bien Bien sûr, bien sûr. sûr. Le Bien sûr. Zimbabwéen? Ouais. Voilà, bah, Benjani, moi je l'ai vu arriver, c'était un monstre aussi, quoi. Un monstre. Ouais. Et c'est Voilà. vrai que dans le chat, par exemple, ça parle de Shabani Nonda, ça parle d'Adebayor. C'est vrai qu'on a une densité d'attaquants pour plusieurs pays différents, là, pour le coup, avec le Togo notamment, de sacrés spécimens. Ouais. Et même pour toi, Panchi, au TFC, c'est vrai, Achille Mana. Alors évidemment, c'est peut-être catégorie, peut-être chapeau 3, Achille, voire ouais. chapeau 4. Mais Achille Mana, le Joe Ekelmander, Ouais, quand j'ai revu des c'est images, ça. je me suis dit, ah ouais, là, Tout à fait. c'était pas mal quand même. Non, tout à fait, ça c'est vrai. C'est vrai Achille, c'était un gros potentiel, enfin, il est très spectaculaire, hein, très. Après, le seul truc, c'est qu'il choisissait un peu ses matchs, Achille. Donc, tu savais très bien que les gros matchs, il était là. Les petits matchs, c'était un peu, peut-être un peu moins, mais ouais, Achille, non, c'était un gros joueur, très gros joueur, c'est vrai. Et les Après, tacles d'Erita C'est vrai qu'il aurait eu sa Ilunga, est-ce que place ça aurait pas sa au place dans minimum Liga dans ce Legends? ce serait possible, ce serait possible. Et il faut qu'il vienne Et d'ailleurs, Erita, il Erita. connaît du monde, ouais. Ouais. Ah oui, il doit avoir beaucoup de copains, lui. Je regarde un petit peu les top 3 sur le Il chat connaît et du monde. après on fera un petit tour de plateau. On a Jean qui nous dit Drogba, Essien, Gervinho. Mouhamadou Diarra aurait mérité d'y figurer aussi. C'est vrai, énorme joueur Mouhamadou Diarra, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Essien en numéro 1, Niang en numéro 2, Gervinho en 3 pour Tito. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du Drogba, Essien, Gervinho. Ça, j'avais déjà dit. Essien, Niang, Gervinho. Drogba, Okocha, c'est pas la bonne période Okocha, mais on en parlera juste après de JJ. Et Aubameyang en 3. Il n'y a pas un trio qui se ressemble. Pour le coup, c'est Après, plus ouvert qu'on aurait pu ouais. le penser. Après, c'est compliqué de tout mettre, hein. Oui, Gila, Mamadou Diarra, bien sûr, Adebayor, mais il fallait en choisir Ouais, 9. faire des choix. Je me suis limité. Il y a Romaric aussi qui a performé au Mans. Il y a Stéphane Sessegnon. Il y a plein de beaux et bons joueurs africains qui ont été intéressants en Ligue 1, mais il fallait faire une sorte de petite hiérarchie. Bien sûr que oui, je vois, il y a de l'algérisme fort avec Rafik Saifi et Karim Ziani qui ont aussi été de bons joueurs de Ligue 1. De Mais très beaux manières de ballon. oui, c'est compliqué de satisfaire tout le monde. Ah oui, c'est sûr. Mais il Jean de faut Macoun choisir, aussi, il faut trancher. effectivement. Kader Keita. Il y en a plein. Vous inquiétez pas, j'y ai pensé, j'ai vu tout ça, mais il fallait faire des choix. Il fallait se restreindre. Moi, mon top 3, du coup, je mettrais Drogba 1. Pour moi, c'est absolument évident. L'impact qu'il a eu, c'est absolument dingue. La progression qu'il a eu, c'est absolument dingue. Vraiment, c'est juste trop fort. En numéro 2, je suis Panchi. Je mets également Michael Essien, pareil, dans un autre registre que Drogba, mais avec à peu près le même impact. La démonstration de puissance a été trop importante pour le mettre plus bas dans ce classement. Et en 3, je dirais Mamadou Niang. Mamadou Niang pour le niveau de performance et la régularité également. Il m'a un petit peu moins impressionné que par exemple les deux autres cités, mais sa régularité, Ouais, qui plus est dans un club comme l'OM, où on sait que c'est jamais évident d'être régulier de saison en saison, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup d'instabilité, c'est jamais évident d'être performant, lui l'a fait, et pour le coup ça mérite d'être mis en avant. Donc ouais, Drogba, Essien, Mamadou Niang pour moi. Ouais, moi je te rejoins sur le 3. Je crois que j'ai le même trio, je pense.
la régularité de Mamadou Niang quand même, qui a performé et à Strasbourg et à Marseille aussi longtemps, qui a été un acteur du titre et tout, j'ai envie d'un petit peu de récompenser ça. Après, c'est vrai que comme tu as parlé d'impact, et c'est vrai que Essien et Drogba, qui ont été des super joueurs derrière à Chelsea, t'es obligé de les citer. Et petite mention quand même à Setenza qui cite Pascal Feindouno dans un autre registre, peut-être un artiste au sens propre du terme. On est obligé de parler de Pascal, donc voilà, petite mention à notre Bordelais. Bon, c'est vrai qu'il a beaucoup plus marqué les gens à Saint-Etienne, mais voir Pascal Pascal cité, ça fait plaisir. Ouais, si j'avais dû placer un petit niçois, j'aurais bien mis un petit Bakikone, même si je lui ai toujours pas pardonné d'avoir signé à l'OM. Mais qu'est-ce qui m'avait impressionné lui chez nous à Lorient aussi, c'était très fort. À l'OM, il avait été beaucoup plus irrégulier, il n'a pas réussi à franchir le step. Mais quel joueur c'était. Et il était tout petit, mais alors par contre à l'épaule tu ne bougeais pas, il avait des cuisses énormes, il allait à 10 000 à l'heure, il avait une technique, enfin franchement c'était vraiment un super joueur. D'autres noms aussi qui auraient pu figurer dans cette liste et qu'on retrouve sur le chat, Peter Odemwingie au LOSC, Clinton NG, je suis moins sûr, même si évidemment c'était plus pour le troll. Mbia, mine de rien, bon c'est peut-être pas le choix de l'esthète, mais mine de rien il a quand même été très performant. Pius Ndiefi, un bon nom Ligue 1 Legends, je trouve, Pius Ndiefi. Ouais. Après, même Arthur Bokawi, mais on peut pas citer là, on cite juste des internationaux africains. Il faut quand même. On parle du haut du panier. Voilà, top. Mais voilà, on les salue aussi, tous ces joueurs-là qui, au moins une saison, nous auront bien fait kiffer. Allez, on arrive à la moitié de cette émission. Pour les petits nouveaux, pensez à follow la chaîne en cliquant sur le petit cœur juste en dessous. Comme ça, vous ne manquerez pas nos prochaines émissions. Ligue of Legends, c'est une fois par mois. Mais il y a aussi beaucoup d'autres très jolis programmes sur cette chaîne Twitch. Il y a PassD avec Rivenzi et Zach. Il y a également la e-Ligue 1 qui a fait son retour, qui vous est présenté par Kanto. Donc voilà, n'hésitez pas à follow la chaîne. Beaucoup de bons programmes à venir. Sujet suivant. Bon, là, c'est un sujet un petit peu plus tranquille. On va juste se faire un plaisir avec les plus belles clims, une petite compile des plus belles clims de l'histoire de la Ligue 1. Ça risque de rappeler des mauvais souvenirs pour certains. Oui. Samy, tu en es responsable. Oui, mais bon, j'essaie encore une fois de satisfaire tout le monde. On va commencer par la première clim. J'en ai pris 5 et peut-être qu'il y en a une 6e bonus si vous êtes gentil. On va partir en février 2018. Alors on remonte, c'est l'ASSE qui se déplace à Lyon pour disputer le derby contre son meilleur ennemi. À l'aller, Lyon avait massacré les Verts 5-0, on s'en rappelle avec la célébration de Fekir. La 90e minute, Lyon a les 3 points en poche. Eh ben non, c'était sans compter sur Mathieu Debuchy, l'ex-latéral international français, qui est désormais possesseur du diplôme officiel de climatiseur, avec ce but qui a muté à l'époque le groupe Ama Stadium. Donc voilà, on va commencer tranquillement. Samy, excuse-moi, je te coupe, mais Panchi va devoir y aller. D'accord. Il est attendu. Panchi, merci beaucoup. En tout cas, c'était un vrai plaisir de partager ces souvenirs de Ligue 1 avec toi. C'est très sympa, avec grand plaisir. Bon, et merci encore pour toutes les petites anecdotes de vestiaire sur le TFC. Franchement, c'était un régal. Merci beaucoup, bonne continuation et à bientôt. Merci. Salut. Ciao, merci. Allez, on va terminer cette émission à 3. Désolé, Samy, de t'avoir coupé. Je voulais pas retenir notre invité plus longtemps. Je t'en prie, reprends tranquillement. Donc, Debuchy qui climatise le groupe Ama Stadium. On va passer à la 2e clim de ce top. Même scénario, mêmes équipes, 10 ans plus tôt. Je pense que vous vous en rappelez. Sauf que cette fois-ci, on inverse les rôles. Et voilà, 92e minute, Benzema comme climatiseur en chef, coup franc, but, le chaudron est éteint. Je pense que les images vont venir. Je ne les ai pas, je pense qu'elles vont arriver. Voilà. Regardez, dans le regard de Benzema, de toute façon, il y avait le regard du gars qui va mettre une clim. Il n'y a pas de surprise. Donc voilà. Donc je pense que voilà, il y a 1-1 pour ce qui est du côté Lyon-Saint-Étienne. Je sais pas si vous vous en rappelez, les gars, c'était quand même une clim assez fatale. Si, je m'en souvenais parce que le but était beau. Il y a eu quelques années après aussi Jimmy Briand de la tête. C'est vrai que les derbies, c'est toujours un bon moment pour mettre un petit but à la dernière minute et ça fait souvenir pour le voisin. Ça, c'est clair. Et c'est exactement. 3e clim, je vois que les images arrivent. On migre vers le Vélodrome.
lieu sacré de la clim, de par son atmosphère bouillonnante et la grandeur de son stade. Ici, on retrouve Eden Hazard dans un Lille quasi intouchable qui se déplace à Marseille en mars 2011. Lille est en route vers son titre, marche implacable pour être champion. 53 000 personnes dans le stade qui n'ont Dieu que pour l'OM. 10 minutes de jeu, et Hazard décide de faire parler la foudre. Oh là là. Le stade ne répond plus, c'était éteint. Il n'y a plus de wifi là, il n'y a plus rien. Ouais, ben là, c'est une sacrée praline. Mandanda Oh là va souvent là. être présent dans notre top clim. Hein. Il est très friand de la clim. Il doit souvent avoir chaud. J'espère qu'au montage, on a quelques Mandanda face. Je suis toujours très friand de ces têtes. Quatrième trop clim. expressif. Encore à l'OM, Depay contre l'OM, mars 2018, plus récente, je pense que tout le monde s'en rappelle. L'OM et l'OL sont en concurrence en plus pour une place en Ligue des Champions, donc match très intéressant. Marseille peut creuser l'écart en cas de succès. Le match est fou, les deux équipes elles sont à 2-2, on pensait que le match était terminé. Et non, déviation hasardeuse de la tête de Mariano qui permet à Depay de reprendre de la tête aussi une balle en cloche. Mandanda toujours présent, il peut plus rien faire. La clim, elle est en place, elle est d'une marque hollandaise cette fois-ci, un vrai coup de batave, comme on pourrait dire. Oh, celle-là, elle était préparée. Hein. On aime les bons mots. Et en plus, ce qui est marrant sur cette action, c'est que tu sais, il a des saignements à la tempe, au nez. Enfin, on aurait dit presque un boxeur à la fin après avoir mis un truc, après avoir mis un KO, quoi. Il s'était battu, exactement. Bon, les images se sont lancées. 5e clim, Cavani contre le PSG, c'est un classique. Hein, voilà, 2-2 miraculeux, un Mistral qui soufflait froid en ce mois d'octobre 2017. Voilà, les Marseillais n'avaient plus battu le PSG depuis 6 ans. Ils étaient vraiment proches du but. Cavani a pris la balle, il a dit non, et c'est une clim assez monumentale quand même. Elle est très très connue et on va dire que c'est une des plus, des plus vues ces dernières années. Mais vous inquiétez pas, je ne suis pas anti-OM. J'ai aussi mis des clims qui pouvaient faire mal au Paris Saint-Germain pour que tout le monde soit content et que l'OM, l'OM a beaucoup pris dans ce top. On prend un petit bonus. Je me suis permis une 6e clim. Cette fois-ci, c'est contre le PSG, février 2015. Paris galère pour reprendre les rênes de la Ligue 1. Le parc est plein. Paris réduit à 9, mène 2 buts à 1, face à un Stade Malherbe qui lutte pour le maintien. En plus, à cette époque, les 3 points sont quasi là. On est bien. Moi, je me rappelle très bien de ce match. Dernier coup franc du match. Basile, qui était un quasi inconnu à l'époque, alors que tout le monde en plus pensait que c'était Ferré qui allait prendre le coup franc. Voilà. La suite appartient à l'histoire. Blanc et Ibra en PLS. Le parc a sorti les glaçons pour cette clim monumentale. Je pense que c'est la plus monumentale de l'ère QSI. Or, bien sûr, Ligue des Champions ou autre, vous savez très bien. Non, on voit pas. Tu peux nous en dire plus. Donc voilà pour ce top clim. J'espère que ça vous a plu. Ah oui, non, mais moi après ça, c'est contre l'OM, donc pas de souci. Tu vois, mais, pour le coup, ça va. T'en as pas mis contre Nice, tout va bien. C'est bien. Tu te rattraperas un petit peu. J'ai été gentil, mais tu sais que pour une clim, il faut aussi grand stade, beaucoup de personnes dedans. Donc c'est vrai que c'est pour ça que le Vélodrome s'y prête bien. On rigole, on charrie, mais c'est vrai que le Vélodrome, de par son ambiance et voilà, le fait que ce soit un grand stade, forcément, il faut d'abord. C'est sûr que c'est compliqué d'avoir une clim à Louis II, par exemple. Mais justement, c'est une de mes anecdotes. Alors, Sosochat a dit la première par rapport aux Girondins. Marseille-Bordeaux 2007-2008. Marseille qui mène 1-0. Wendel qui détruit d'abord Mandanda sur coup franc avant un pétard de Pierre Ducasse. Bordeaux qui pouvait encore croire au titre à ce moment-là. Tu sais que j'allais t'en parler de celle-là avec Pierre Ducasse. Je sais pas pourquoi elle m'a marqué. Ah bah ouais, parce que le but est fantastique, quoi. Et justement, tout à l'heure, t'as parlé de Chamac, de son jeu de remise. Là, c'est typiquement Chamac qui est au charbon, duel aérien, il conserve proprement le ballon, il remet en retrait pour Ducasse qui arrive lancer 25 mètres, pleine lucarne, un truc de fou furieux. Et t'as parlé de clim à Louis II, et c'est marrant, mais le Bordeaux, le Monaco-Bordeaux, où Monaco mène 3-0 à la mi-temps, et on l'a déjà fait en match de légende, avec le but à la dernière minute de Kavenaghi. Alors certes, c'est à Louis II, c'est un peu particulier, mais quand même, petit plaisir. Parce que... Ouais, voilà, c'est ça. Donc mais après c'est toujours des moments en particulier. Mais après c'est quand tu le subis au stade à domicile, c'est jamais très bon ça. Par contre j'ai quelques mauvais souvenirs de ça. Je vais pas vous mentir. Il y en a une très récente à l'OM avec celle de Wesley Saïd cette saison. Oui. Et la célébration qui va avec. Et la célébration clim, c'est vrai que l'OM est particulièrement ciblé. Hein. Quand il rajoute des célébrations qui pimentent un petit peu le tout, c'est vrai qu'on apprécie ça. Exactement. Après, est-ce que le but de Saïd c'était réellement une clim? Pour le coup, je trouve pas trop. Tu vois. Oui, c'est vrai que pour moi la clim c'est vraiment le but, fin de match. Ouais. Tu crois que c'est plié, que c'est gagné et bam le mec il vient, il te sort un but de nulle part. Wesley Saïd, bon c'était en milieu de match, je crois, c'était 50e, une connerie comme ça. Ouais. Bon, il s'est fait un kiff, mais en vrai pour moi c'était pas une vraie clim.
Tu vois. Après, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. On a parlé du stade, on a parlé aussi du contexte, du classement des équipes, si c'est un derby ou pas. Si parfois aussi il y a des joueurs, on s'en rend pas compte, mais sur le terrain ils se sont chambrés. On sait pas, on n'est pas là, on n'est pas sur le terrain pour savoir. Peut-être qu'il y a eu des mots qui ont été échangés et que là, voilà, le ressenti est plus puissant chez le joueur. C'est peut-être ce qui s'était passé avec Wesley Saïd. Peut-être que les Lensois avaient ressenti, je sais pas, un sentiment de supériorité des Marseillais. Il y a des choses qu'on n'explique pas vraiment. Mais c'est vrai que dans le contexte, Wesley Saïd, c'est pas forcément, mais voilà, c'est la célébration qui a tout fait. Ouais. Moi, j'ai une petite affection pour le coup franc de Benzema contre Saint-Etienne. Je trouve qu'il le regard est prêt. Ouais, il y a tout dans ce but. Il y a tout, et puis je sais pas, je trouve que c'est dans un derby, et surtout dans ce derby en particulier, j'ai l'impression que t'as quand même souvent des scénarios assez rocambolesques. Benzema, tu vois, le Gone qui marque contre Saint-Etienne. Enfin, franchement, ça. Il y a un truc qui il y a qui le me storytelling plaît. qui va avec. Ouais, il y a un storytelling qui me plaît. C'est exactement. Regardez le mot, regard, il sait qu'il va poser une clim. Ça, c'est un professionnel. Comme s'il faisait pas déjà assez froid à Saint-Etienne. C'est ça. Allez, on va passer au sujet suivant. Du coup, on va passer au match de légende. Ça va être à ton tour un petit peu, Adri, puisque là, Samy a quand même bien bossé. Là, il s'est fait 2 sujets d'affilée. Le pauvre, il va charbonné un petit peu. Ouais. Et donc, petit match de légende. Demain soir, on a un très très beau Marseille-Monaco en Ligue 1. Du coup, on s'est dit que c'était l'occasion d'en profiter pour se refaire l'une des plus belles victoires, je trouve, de Monaco au Vélodrome sur ces 20 dernières années. Ah ouais, là on va se plonger dans le Monaco champion, le Monaco de Jardim avec son fameux 4-4-2, ce milieu de terrain fantastique, Fabinho, Bakayoko, Bernardo Silva, Thomas Lemar, l'ascension de Mbappé qui sur ce match est rentré à la fin, mais c'était l'occasion aussi de remettre en valeur la saison de Valère Germain qui a pleinement participé à ça, un grand Radamel Falcao, et puis c'est aussi le match qui représente tout simplement la prise de pouvoir de l'AS Monaco avec cette victoire 4-1. Désolé Alex, mais c'est à ce moment-là où l'OGC Nice a lâché malheureusement le fauteuil de leader. Ouais. Et Monaco a pris le pouvoir avec cette victoire retentissante et voilà, n'a plus jamais lâché ce fauteuil de leader. Le PSG a tenté de revenir, Nice était aussi dans les parages, mais voilà, c'est vrai que Monaco sur cette saison-là, je crois que c'est 3 défaites et voilà, les 3 premières, il y en a, elles sont que sur la première partie de saison. C'est à Monaco invaincu tout simplement sur la deuxième partie de saison qui s'avance. Amaury, si tu peux d'abord nous passer un peu les compos. C'est vrai que pour le coup Marseille ce soir-là a perdu, mais c'était un Marseille qui était tout simplement en construction. C'était le Marseille qui venait d'être racheté. Qui voilà, il s'avançait avec une équipe voilà en construction encore, qui terminera quand même la saison en Europa League, donc européen, avec Rudy Garcia à sa tête, notamment une très belle saison de Bafé Gomis. Voilà, il y avait Thauvin, il y avait Cabella qui était là, mais voilà, c'est vrai que c'était une équipe qui par rapport à un rouleau compresseur monégasque, à Maurice, tu peux me montrer la compo monégasque, c'est l'équipe type, à part voilà Almami Touré qui supplée Benjamin Mendy qui était absent ce jour-là, Sidibé qui passe à gauche, mais sinon c'était vraiment la grosse équipe de Monaco. Et t'as dit le milieu de terrain, et c'est vrai qu'il y a une impression de rouleau compresseur à la fois dans le domaine physique, mais aussi tout simplement sur le plan technique, dans les transitions, ça allait très vite, et on va le voir aussi sur les images. Un stade Vélodrome qui était plutôt bien rempli ce jour-là quand même, 43 000 personnes, alors c'était pas une grande affluence, mais voilà, on est en mois de janvier, et peut-être qu'il y a le Mistral qui souffle, donc ça incitait pas non plus tout le monde à venir, que ce soit à huis clos, mais on s'est régalé tout simplement ce jour-là. Avec ce qui est marrant, c'est une équipe de Marseille qui n'était pas ridicule, qui a bien démarré, que des actions, notamment par l'intermédiaire de Rémi Cabella, qui a tenté vraiment d'aller chercher cette équipe monégasque d'entrée. Ça, je pense qu'il faut le mettre à leur crédit. Voilà, si Marseille marque d'entrée, forcément le match est un peu différent. Monaco qui avait un peu subi, mais c'est vrai que t'as des flèches, et notamment ce premier but qui va venir de Thomas Lemar, qui c'est la fameuse situation. Est-ce qu'il l'a fait exprès? Est-ce qu'il l'a pas fait exprès? Avec ce lob qui va intervenir, Thomas Lemar qui est pas souvent cité, peut-être comme le joueur le plus impressionnant de cette équipe, mais qui était redoutable dans son couloir gauche, qui savait faire des différences. Alors là, j'ai envie d'avoir votre avis. Exprès, pas exprès? Exprès. Allez, moi je vais exprès. C'est un joueur de talent, donc exprès. Franchement, j'ai vraiment pas l'impression qu'il essaye de brosser un centre. Hein. Il y a un regard derrière, mais c'est vrai que tout de suite son regard se retourne vers le but de Yohan Pelé. Vous avez déjà vu des mecs qui mettent un plat du pied pour faire un centre? Ah non, mais ça c'est golasso ça. Ouais, ça, pour moi c'est fait exprès.
Voilà, j'ai parlé de transition, ça va aller aussi très vite. Tu lances Radamel Falcao seul, le petit piqué facile, bon, Yoann Pelé qui se jette assez vite, mais voilà, si tu trouves en plus ce Falcao qui était revenu après ces fameuses saisons ratées en première ligue du côté de Manchester United puis de Chelsea, qui était réinvesti par Jardim avec notamment ce statut de capitaine, le brassard, et quelle saison il nous a sorti le Colombien, ouais, voilà, El Tigre, c'était vraiment... Et la petite feinte de frappe là, pour faire croire qu'il va enrouler second poteau, et au final il te met juste une pauvre pichenette premier poteau, elle est magnifique. Une demi-seconde, mais c'est ce qui fait la différence. Voilà, c'est vrai qu'en voyant ces images, on se rend compte du potentiel offensif de cette équipe monégasque. Quand il fallait faire la différence, voilà, c'était plutôt des garçons arbés. Mais voilà, je l'ai dit, l'OM qui était pas ridicule. Où j'ai dit, voilà, c'est une équipe qui partait de très loin, qui venait d'être rachetée, qui devait encore se mettre en position. T'avais Bafé Gomis qui fait une très très belle saison. T'as Thauvin Cabella qui lâche pas l'affaire, et ça c'est à leur mérite en première période. Voilà, je dis Cabella qui se procure vraiment beaucoup d'occasions. Ça passe pas. Le milieu de terrain, notamment avec Vainqueur, Zambo, Maxi Lopez, t'avais du potentiel, mais c'était encore un peu jeune, un peu tendre, mine de rien, pour aller chercher vraiment ce Monaco qui savait ce qu'il fallait faire. Réduction de l'écart grâce à l'ami Rolando sur ce coup franc de Maxime Lopez. Là, on se dit pourquoi pas. C'est vrai que ça peut être un soir de gala où l'OM n'a pas grand chose à perdre face à ce Monaco qui a été annoncé comme favori sur cette rencontre. Rolando aussi qui a laissé plutôt un bon souvenir, notamment par ses buts en Europa League qui ont propulsé l'OM une année après en finale. Donc voilà, tu vois, que je te dis, une équipe qui était, voilà, je me souviens le premier mercato avec Machache, avec Rekik, avec Hugo Chan. Enfin, ça partait de loin quand même. Et du coup, c'est une équipe qui était pas armée pour jouer les premiers rôles, mais qui s'est bien débrouillée. Encore une fois, une transition avec cette fois-ci Djibril Sidibé qui va s'avancer, Yoann Pelé qui arrête son face-à-face. Bon, là, on voit que c'est pas la même qualité de finition que Radamel Falcao. Là, on est un peu en il laissait la feinte aussi à un moment donné. T'as vu? Mais bon, là, malheureusement, ça termine par un échec. Monaco qui va continuer d'accentuer sa domination, qui va essayer. Et là, la surprise, Bernardo Silva de la tête. On a parlé du jeu de tête d'André Ayew. Pareil, petit gabarit. Mais là, on a le QI foot, on a la science du placement. Et cette action, elle me plaît beaucoup parce que tu as cette espèce de long 1-2 où Bernardo Silva va prendre le temps d'aller se placer entre les deux centraux, d'arriver lancer. Et là, voilà, petit gabarit, grand gabarit. T'arrives comme ça, c'est extrêmement dur pour le gardien d'intercepter. Mais... Bernardo Silva, homme majeur du titre cette saison-là, on est obligé d'en parler un petit moment parce que en revoyant ces images, il y a beaucoup de joueurs que tu as envie de mettre en avant, mais la science de Bernardo Silva, c'était quelque chose quand même. Ouais. Un joueur de très grande qualité technique. Ouais, qui n'a pas fini de sa progression, hein, parce que lui, il parle de jouer au Real Madrid. Je pense qu'il y a sa place tous les jours. Bon, il a déjà sa place à City, donc effectivement. Mais non, mais surtout c'est un joueur qui revient bien parce que il sortait de 2 saisons moyennas là à City, et là pour le coup cette saison il revient vachement bien. Et je trouve que c'était vraiment un très beau joueur. Alors attention, je suis pas en train de faire une comparaison de niveau, mais je trouve que dans la gestuelle, notamment dans les crochets courts, il y a et évidemment dans le gabarit, il y a un peu du Messi avec. Alors capsule. Hop. T'es mort sur les réseaux. Bernardo Silva, c'est Messi. Regardez le Portugais là, il s'emballe. Le Portugais qui s'enflamme. C'est exactement ça. C'est terrible. Mais tu m'as pas dit hors antenne que Danilo Pereira c'était Yaya Touré d'ailleurs. Ouais, si. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Voilà, on a assisté au 4e but. Amaury, je pense que tu peux remettre les images. Malheureusement pour l'OM, dès la 56e minute, Monaco qui s'envole, 4-1. Et Bernardo Silva qui reprofite du bon travail de Fabinho qui a buté sur Yoann Pelé. Mais derrière, il y a la sanction, le placement est là. Et malheureusement, c'est vrai qu'à 4-1, tu dis que Marseille a pas envie non plus de prendre une raclée historique. Il y en aura une quelques mois plus tard, un certain 5-1, Samy, avec un but de Blaise Matuidi. Je pense que ça te parle. Bien sûr. Voilà, c'est exactement ça. Mais voilà, c'est vrai que ce match, je l'ai dit, il est symbolique parce que ça signifie aussi la prise de pouvoir. Monaco qui monte sur le trône, qui va plus jamais le lâcher. Une seconde partie de saison irrésistible, avec en parallèle ce gros parcours en Ligue des Champions. Les matchs contre City, contre Dortmund, qui vont permettre à Monaco de se révéler et même de rentrer un peu dans les cœurs des gens parce que cette épopée en Ligue des Champions, elle a marqué. On revoit une dernière action avec quand même Yoann Pelé qui a passé une soirée difficile et qui sort cette belle frappe de Germain. Voilà, je veux dire que ça aurait pu être encore plus sévère. Il était suspendu, blessé ? Qui ça ? Qui
Il va rentrer. Bah voilà, la transition est parfaite. Il remplace. Oh là là, quel talent. C'est pas travaillé, hein. C'est pas travaillé. C'est incroyable, la connexion. La connexion, fou, elle est quoi. là. qui remplace Bernardo Silva autour d'un très très grand match. Le Vélodrome s'est déjà vidé, on peut le comprendre. Et voilà, sur cette ultime image, on peut voir le succès des Monégasques qui peuvent repartir du Vélodrome de la cité phocéenne avec le sentiment du devoir accompli. On revoit quelques images. C'est vrai que ça permet aussi de mettre en lumière un petit peu ce banc monégasque à l'époque. Alors il y avait João Moutinho, mais je vous cite quelques noms quand même parce que je pense qu'on les a peut-être oubliés, comme on l'a vu à l'image, Guido Carrillo, Gabriel Bocchilla, un joueur que j'aimais bien, qui s'était fait les croisés, mais qui avait une vraie qualité notamment sur coup franc, Abdou Diallo et Andrea Raggi. Oui. Bocchilla, il avait pas évolué au Portugal en Liganos, c'est pas ça? Non. Ah, ça me dit ça. Peut-être. Attends, Non. je vais Moi j'ai le vérifier. souvenir de lui à Nantes, à Monaco, Je me reparti trompe, au Brésil depuis, mais peut-être un petit passage au Portugal. Mais en tout cas, c'est vrai qu'en voyant les images, je pense que vous avez partagé mon impression, mon Non. sentiment. Non. Ce Monaco-là. Bah voilà, c'est vrai que ça a fait partie des très grandes équipes. On a classé en plus les Monaco, on a parlé du Monaco de 99-2000, on a parlé du Monaco 2003-2004, celui 2016-2017, celui ils avaient fait la meilleure impression. Et c'est vrai que là, t'avais une espèce de somme de talents individuels. Quand on s'est mis au service du collectif, on n'a pas encore parlé du gros travail de Timoe Bakayoko, de la charnière Gemerson-Bic. Samy le disait hors antenne, qui était un peu à leur prime. Et c'est vrai que quand t'as bénéficié de ces joueurs à leur apogée, c'était redoutable défensivement, donc toutes les planètes étaient alignées pour ce Monaco-là. Le milieu est fou, hein. Tu auras maintenant les clubs où ils sont, Atlético Madrid, Milan AC, Manchester City et Liverpool. Il n'y a pas de surprise au final. Ouais. C'est dur de faire mieux, ouais. Ah bah après, de toute façon, Leonardo Jardim, outre le fait d'avoir fait gagner un titre, a été un très très gros développeur de talent. Tu, par exemple, parlais de Bernardo Silva. Bernardo Silva, à la base, c'est un gamin du centre de formation de Benfica qui avait peut-être fait quelques... Je suis même pas sûr qu'il avait fait une apparition avec les A de Benfica. C'est là aussi où il a été très fort. Alors certes, il a eu des très gros joueurs aussi, comme Falcao, pour encadrer tout ça, mais il y a eu quand même un gros travail de développement avec les joueurs, et ça, c'est vraiment tout à son crédit. Justement, de mémoire, tu vas peut-être me confirmer ça, Alex, mais au Benfica, Jorge Jesus disait que Bernardo Silva, ça lui allait, mais en tant que latéral, quoi. En gros, c'était vraiment la cinquième roue du carrosse. Ah ouais, non, c'est ça, mais encore aujourd'hui, les gens ne comprennent pas et voire se moquent de Jorge Jesus. Plus de Jorge, par contre, s'il vous plaît. Ne prenez jamais l'accent espagnol. Je sais pas Il n'y a pourquoi rien qui nous irrite ça. En plus, alors petit tips, vous le prononcez à la française, ça se rapprochera beaucoup plus du portugais que de l'espagnol. Que l'espagnol. Georges, donc. Georges. Juste Georges. En portugais, ça serait Jorge Jesus. Le Georges, Nickel. pour le coup, c'est pareil. Vous voyez. Bref, petite parenthèse. Petit point linguistique. Portugais énervé. Rien à marre. Ah, je me bats contre ce truc du le portugais et l'espagnol, c'est pareil. Non, arrêtez. Bref, mais oui, c'est pour le coup, l'anecdote est vraie. Jorge Jesus ne comptait pas sur lui et se disait pourquoi pas en faire un arrière gauche. Souvent, il adorait faire ça, replacer des joueurs à des postes improbables. Et des fois, ça marchait. D'ailleurs, Fabio Coentrão, c'est lui qui d'ailleurs a joué à Monaco. À la base, lui, c'était déjà plus classique. C'était un ailier gauche, il l'a repositionné arrière gauche. Bon, ok, pourquoi pas, tu vois. Mais là, Bernardo Silva, tu passes d'un petit ailier droit hyper technique à un arrière gauche, c'était quand même vraiment bizarre. Et heureusement que Monaco est allé le chercher et l'a sorti de ce bourbier. Ouais, c'est exactement ça. Mais voilà, c'est vrai que ce Monaco, ce rouleau compresseur, c'était un des matchs les plus emblématiques. Il y a eu d'autres grands moments de cette saison-là. Je me souviens, je pense Samy, tu pourras le dire, la légalisation de Bernardo Silva au parc à dernière minute, quel moment. face à Alphonse Areola. Il y a des moments forts dans cette saison et il y a cette démonstration, je pense à Marseille, qui illustre un peu toutes les qualités de cette équipe, à la fois collectivement, mais aussi sur le plan individuel. On a pu citer quelques noms et c'était l'occasion de leur rendre un petit hommage. Ouais, c'était une sacrée équipe, c'était un sacré champion. Franchement, très bon souvenir. Et même si le PSG n'avait pas gagné le titre, face à ce Monaco-là, franchement, quand on voit l'équipe, quand on voit ce que sont devenus les joueurs, il y a rien d'infamant, quoi. Il y a aucune honte. C'était logique. Non, très 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 belle équipe, effectivement. Même si l'histoire retiendra que si Nice avait pu garder Pléa et Cyprien sur la deuxième partie de saison, le titre aurait été niçois, bien sûr. D'accord.
Ah, je ne connaissais pas cette histoire. Pardon. Non, mais il faut rétablir des vérités dans cette émission à un moment donné. Allez, on se fait un dernier sujet pour clore cette émission. Samy, en tant que Parisien, tu vas te faire plaisir avec un des joueurs les plus fantasques, l'un des plus gros artistes qu'on ait vu passer, pas forcément le plus régulier, mais l'un des plus beaux à avoir joué. JJ Okocha. JJ Okocha, tu as tout dit. Pour une fois, pour changer, Ligue 1 Legends m'offre encore la possibilité de faire une petite chronique sur un joueur qui a marqué mon enfance, parce que vraiment, Okocha, c'est typiquement ma génération. Il figure, pour moi, hein, c'est perso, dans mon top 10 all-time. C'est dire à quel point ce joueur me plaisait. Tu l'as évoqué, Alex, Augustine Azuka Okocha. Plus communément appelé JJ Okocha, donc avec son nom il claque déjà. Tu vois déjà. Je pense que tu dis juste le nom pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Et ben c'est bon, tu l'apprécies le joueur. Tu vois, tu t'appelles Grégory Bourillon, tu sens que ça va pas respirer le football champagne. JJ Okocha dessus, tu sens qu'il y a un truc, quoi. Tu vois. C'est ça. JJ Okocha tellement bon qu'on l'a surnommé 2 fois. Ça c'est les supporters anglais, je crois, qui disaient ça, comme vous avez dit Amaury. Bolton, on va peut-être. Comment? Bolton, non, je crois. Bolton, ouais. À Bolton avec Anelka et la Djidou, qui est l'équipe de fou. Je les prenais tout le temps sur PES. Bref, on va remettre un peu de contexte sur son arrivée au PSG à l'été 98. Quand j'entends, moi, personnellement, que le PSG est sur le point de concrétiser l'arrivée de Kocha, moi, j'y crois pas une seconde, parce qu'il faut bien comprendre que voilà, il fait beau, c'est l'été. Nous sommes champions du monde. Nous sommes champions du monde en 98. Tout va bien. Et moi, j'apprends que mon club serait sur le point de signer une des pépites du mondial qui vient de se terminer, parce que on l'avait vu évoluer sous nos yeux. Moi, je me dis que c'est trop beau pour être vrai. Voilà, c'était une autre époque. Il était où? Il était au Bayern, non? Il était au Fenerbahçe. Donc voilà, c'était un joueur, moi personnellement, que j'avais vu en plus jouer sous mes yeux, parce que petite anecdote, mon père avait obtenu un pack de places à l'époque. C'était il y avait encore une fois, c'était pas les sites internet, les réseaux sociaux pour avoir les places à la Coupe du Monde. Il y avait des gens qui passaient, des représentants. Mon père avait pris un pack de places, donc on savait pas quel match on allait voir, et finalement, donc voilà, comme moi j'étais proche de la Beaujoire, comme je vous l'avais déjà expliqué, je suis allé voir le célèbre Nigeria-Espagne, et donc j'avais vu Okocha marcher sur l'Espagne de Luis Enrique, de Hierro, de Raoul en poule. Voilà, c'était un souvenir qui m'avait marqué. J'avais vu ce petit joueur, c'était impossible de le rater, numéro 10 floqué, crinière orangée, voilà, il avait détruit les défenseurs ibériques pendant 90 minutes. C'était pas Taribo West, ça, vu la crinière là? Comment? C'était pas Taribo West plutôt là? Non, je peux pas regarder. Non, Okocha au mondial, Taribo West, c'était bleu, vert. Il y avait pas mal de dreadlocks, mais Okocha, c'était un orange un peu cramé. Hein. Je sens qu'il l'avait un peu raté. Mais voilà, il avait un style à part, il avait un flow à part, et même son style de jeu à l'époque, c'était rare. On voyait généralement que les Brésiliens jouaient comme ça. Cette nonchalance, ce côté instinctif qui caractérise les joueurs de talent. Voilà, on n'en voyait pas beaucoup. Donc moi, il m'avait marqué. On sentait que le joueur, il était différent des autres, et il n'était pas forcément très connu avant le mondial. Okocha, et pourtant, il avait un CV fort sympathique, avec notamment quelques belles années en Bundesliga près de l'Eintracht Francfort, pardon. Donc, et surtout 2 ans de folie en tant que superstar à Fenerbahçe. Mais c'était des championnats qu'on ne voyait pas forcément en France, notamment, donc pas forcément connus. Et d'ailleurs, 2 infos très Ligue 1 Legends sur Okocha. En Turquie, il était tellement bien intégré qu'il s'est naturalisé turc, et qu'il a un passeport turc avec un nom Mohamed Yavuz. Voilà, c'est peu connu, peu de gens sont au courant de ce fait, à part en Turquie. Et deuxième info, il a enregistré un tube que je vous ai envoyé, les gars, sur WhatsApp, un tube lors de sa dernière année en Allemagne, qui a fait un carton. C'est un morceau disco rock, enfin moi je trouve ça éclaté, mais je vous laisse aller voir, vous irez voir, c'est sobrement appelé I Am JJ, vous pouvez aller voir sur YouTube, il est disponible, gros succès outre-Rhin. Il y a encore des gens qui commentent sur la vidéo et qui disent qu'ils aiment ça, comme quoi ça existe. Donc en même temps, les Allemands et les goûts musicaux généralement on respecte chacun ses goûts, tu vois. Mais voilà, donc en plus de ses prestations en club, il s'était aussi montré sous le maillot du Nigeria, même pour ceux qui ne regardent pas forcément la CAN, il avait gagné les JO d'Atlanta, en battant d'ailleurs le Brésil de Bebeto et de Romario. Donc voilà, il avait déjà quand même un certain CV, même si c'était pas encore la star internationale qu'on pouvait imaginer. C'était quand même un joueur qui avait un fort potentiel. Donc il arrive au PSG, il signe au PSG pour 90 millions de francs. Je pense que tu peux lancer les images maintenant pour qu'on voit un peu la bête. Pour 90 millions de francs, donc, soit à peu près 14 millions d'euros.
même si cette somme elle peut vous paraître faible, à l'époque c'est exorbitant. C'est vrai que si on compare au prix utilisé aujourd'hui, c'est exorbitant. C'est le plus gros transfert de première division, le joueur africain le plus cher de l'histoire, des montants bien évidemment largement dépassés aujourd'hui. Mais voilà, il signe 4 ans au PSG, vous l'avez vu, 4 années bien remplies, mais qui laisseront un goût d'inachevé quand même. Il arrive début août à Paris, il se met rapidement en évidence en inscrivant dès son premier match. Il rentre à la 79e, il marque. Je sais pas si Adri, tu t'en rappelles, je pense pas, tu devais être encore jeune. Moi, je l'avais vu en live. Ce but, il est extrêmement marquant, ouais. Bah oui, il élimine 2 joueurs. Moi, c'est le ramé impuissant sur la fin. Bien sûr, l'image de Alain Giresse qui applaudit, qui est impressionné par son propre joueur. Il vous montre dès le début Voilà, ça c'est magnifique cette image là où on voit Giresse c'est extraordinaire, c'est quand même Alain Giresse, il en a vu quand même des gros joueurs. Un artiste qui reconnaît notre artiste. Exactement. Voilà, on dirait Zidane après le retour de Ronaldo là. Exactement, c'est une validation en live et je trouve que voilà, c'est tellement naturel que ça crédibilise le tout quoi. Donc voilà, véritable artiste, mais dont la régularité quand même n'aura de cesse de frustrer les supporters de football et les supporters du Paris Saint-Germain pendant ces 4 ans. La doublette au coach Ronaldinho, pardon, mais c'était fou. Est-ce qu'on peut faire plus football que ça? Ah non, mais c'était impressionnant, mais il avait tout, il avait le flow, mais il avait aussi l'irrégularité. Palmarès au PSG quasi insignifiant, une coupe Intertoto en 2001 et une finale de Coupe de la Ligue toujours en 2001, funeste finale face à Guignon, on s'en rappelle tous, on va pas épiloguer dessus. Pourtant voilà, le joueur, il était assurément dans le cœur des fans parisiens, parce qu'Okocha c'est un nom qui résonne énormément encore chez les supporters, dans la sphère des supporters parisiens. C'est un joueur unique, ses dribbles et son style de jeu tout en vista, ses frappes de balles monstrueuses, ça a marqué les petits comme les grands, et son fameux dribble aussi, le JJ, il a créé un dribble, vous savez, le dribble où il commençait par une roulette du pied droit et après il faisait un passement de jambe du pied gauche qui déstabilisait ses adversaires. On le verra à un moment donné dans cette boucle normalement. Voilà, c'est un dribble qu'il a popularisé et qu'il utilisait quand même assez souvent. Je crois que c'est là. Voilà, regardez-moi ça. Oui. Magnifique, regardez ça. Et ben voilà, il y a des gens, il a éteint des carrières avec ce dribble. Et même moi, je pense que même les supporters de l'époque, on l'a tous essayé dans nos jardins avec plus ou moins de réussite ou des ligaments croisés déchirés, parce que c'était compliqué à faire. Vraiment, c'était très très dur à faire. Mais voilà, je pense que je l'ai jamais réussi, mais j'ai essayé de le faire. Et je pense que d'autres ont dû buter sur cette épreuve. Donc voilà, c'est un joueur qui était en avance sur son époque aussi et qui avait compris que le football, enfin moi c'était comme ça que je le percevais, était avant tout un jeu et un spectacle. C'est vrai que lui, il venait vraiment au stade pour le faire vibrer, pour donner du plaisir. Et c'est pour ça que moi, c'est un joueur que j'ai apprécié, parce que même s'il n'y avait pas forcément le résultat au final et que le Paris Saint-Germain n'a pas forcément performé avec lui, c'est un joueur qui te donnait du plaisir. Et quand je le voyais aligné dans le 11 de départ, j'étais content de regarder le match, parce que je savais qu'Okocha, il allait sortir et produire quelque chose de différent par rapport à ce qu'on pouvait voir d'habitude. Et ça, c'était très important, en tout cas pour moi, à l'époque. Alors oui, il a évolué avec de grands joueurs, tu l'as dit, Ronaldinho, Anelka, Arteta, Luxin, Benarbia, Laurent Robert. Il a eu quand même de bons coéquipiers. Mais voilà, un trop grand nombre de blessures et couplé à une instabilité aussi à ce moment-là au Paris Saint-Germain. C'était la transition avec le départ de Canal+. Il y a une valse des coachs. Il a connu 4 entraîneurs en 4 ans et un collectif qui n'a jamais vraiment été trouvé. Donc ça l'a pas aidé non plus à s'épanouir pleinement dans la capitale parisienne. Donc voilà, on n'a pas vu, pour moi, je pense, la véritable pleine mesure de ses talents. Et ça reste une frustration. Même si vous voyez, je suis complètement piqué par rapport au Okocha. Mais on sait qu'il aurait pu et il aurait dû faire plus sous le maillot Paris Saint-Germain. Au final, Okocha, c'est 84 rencontres, on va voir ses statistiques, 84 rencontres de Ligue 1 pour 12 petits buts et 7 passes décisives. Alors oui, ça peut paraître famélique, je l'entends parfaitement quand on compare avec les standards des grands joueurs. On est quand même sur les stats de Nicolas Fauvergue. Oui, mais ça, il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Mais bon, c'est deux styles différents. J'ai un contre Nicolas Fauvergue. Mais j'ai moins vibré avec Fauvergue. Ça, je veux bien te le croire. Mais voilà, même si voilà, ça dénote des grands joueurs de notre époque au niveau statistique, faut pas se tromper. Okocha, c'est un grand joueur, c'est un footballeur qui a touché le cœur des milliers de fans au cours de sa carrière. Il y a eu une véritable Okocha mania, surtout en Turquie, où quand il est parti, les gens ont pété un câble, ils sont venus devant le stade, ils ont menacé tout le monde. Enfin, c'était fou, quoi. C'était vraiment une star. Il avait vendu à l'époque les photos de son mariage avec une mannequin nigériane. C'était fou, c'était vraiment une star avant le côté star system qui pouvait arriver après. C'est un joueur à l'instinct,
comme on en croise de plus en plus rarement malheureusement sur les pelouses, et qui a marqué l'histoire de la Ligue 1 et du Paris Saint-Germain. Et voilà, ça mérite amplement sa place aujourd'hui dans ce Ligue 1 Legends et ce fameux, je pense, à JJ Okocha. Ouais, les regrets seront éternels. C'est vrai qu'on aurait aimé qu'il donne la pleine mesure de son talent de manière un petit peu plus régulière, mais quel joueur c'était. Quel joueur c'était. Si je pouvais faire une comparaison, ça me fait un peu penser au cas d'Ousmane Dembélé, quoi. Tu vois, c'est le genre de mec, tu vas pas le voir souvent, mais quand ça joue, par contre, t'es là, tu dis waouh, quel joueur. Et si seulement il arrivait à faire ça sur toute une saison, c'est un peu le même genre de joueur, le genre de joueur assez frustrant, mais c'est vrai que quand tu te fais juste une petite compile de ses plus beaux gestes, là par contre tu en prends plein les yeux. Jean Combi sur le chat qui nous dit à propos du JJ, comment t'as dit le JJ juste le JJ, ok, tout simplement, ok, qu'il était tombé en le faisant. Lui non plus n'a jamais réussi à le passer en match, apparemment. Fin de carrière par la suite terminée. Écoute, merci Samy, merci Adrien également pour ces chroniques. Franchement, c'était super. Et juste un petit mot sur JJ Okocha, ça fait partie de cette équipe fantastique du Nigeria de ces années 90 avec Nwankwo Kanu, Victor Ikpeba, Sunday Oliseh, Taribo, Amokachi, voilà, qui va chercher l'Euro olympique à Atlanta, qui aurait pu faire un peu mieux à la Coupe du Monde 98 après ce super match contre l'Espagne. Mais voilà, quand je vois ces images, c'est vrai qu'il y a ce sentiment-là, c'est un peu tout début, tu as parlé d'artistes, d'intermittents du spectacle, ça correspond parfaitement à ça. Et tu te dis, le PSG a eu Ronaldinho et Okocha en même temps. C'est waouh. Et t'as rien gagné. C'est terrible. Juste, tu parles de 98, il faut savoir que c'est rare qu'une équipe africaine est citée comme parmi les favoris. Et en 98, le Nigeria est pour la première fois, une équipe africaine est annoncée dans les outsiders, parce que voilà, ils sortent de très bons JO en 96, mais justement, certains reprochent aux médias d'avoir un petit peu trop saucé ces Nigérians, parce qu'après ils se sont totalement rétamés face à un Danemark certes bien doté, mais qui en talent intrinsèque semblait inférieur. Ils se prennent 4-1 au Stade de France, alors que tout le monde pensait voir le Nigeria aller plus loin, surtout après avoir battu la Bulgarie et l'Espagne en phase de poule. Voilà, c'est un gros regret aussi dans la carrière d'Okocha, parce que ce Nigeria-là en 98 pouvait prétendre largement plus qu'un 8e de finale. Merci les gars, c'était top. Merci à vous sur le chat d'avoir été nombreux à nous suivre aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à lâcher votre petit follow avant de partir pour ne pas manquer nos prochaines émissions. Liga Legends, c'est une fois par mois, donc on se retrouve très très vite. En attendant, il y aura Pass Day avec Rivenzi et avec Zach Nani. Il y aura également la e-Ligue 1 qui vient de reprendre avec Kanto. Donc voilà, n'hésitez pas à rester sur la chaîne Twitch de la Liga Uber Eats. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Bon week-end.